Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette matinée. Donc, je vais avoir le difficile exercice de vous présenter un peu les grandes évolutions actuelles. Megatrends, risques majeurs et grandes transitions. Donc, vous connaissez le format puisque ça fait 5 ans qu'on poursuit cette intégration. Donc, je vais revenir un peu sur les fondamentaux. Alors, d'abord, l'objectif utilité, un petit rappel rapide, approche de prospective stratégique, outil d'aide à l'investissement à long terme, une composante croissante des stratégies d'entreprise. Ensuite, on balayera donc Megatrends, risques majeurs, grande transition. Et j'ai ajouté un nouveau chapitre cette année qui n'est encore que partiel. Cette année, on a un problème, c'est que beaucoup de travaux sont en retard à cause du contexte international. Le World Happiness Report n'est sorti qu'hier, je ne pourrais pas l'intégrer avant, et aussi à cause de la politique américaine de bloquer la diffusion des documents faits par des institutions américaines. On n'a pas eu le rapport du FBI sur la cybersécurité, c'est marqué, ça n'est plus essentiel. Donc, voilà, il y a un petit décalage sur ça. Alors, approche prospective stratégique. Alors, l'objectif des mégatrends, c'est d'avoir une vue plus large, comme on disait. Au-delà des engouements, les hypes, comme on dit, les paniques, on va des highs, des crashs dans la vie. Les mégatrends ne suivent pas les caprices des marchés. C'est des vastes courants qui remplissent 3 conditions. Elles restent d'actualité sur des décennies, elles touchent tous les aspects de notre vie, elles entraînent des changements de portée mondiale. L'utilité fondamentale d'orienter et de faciliter les investissements à long terme, essentiellement. On bloque encore, on est en retard sur les investissements à long terme parce qu'on n'a pas les éléments pour les engager. Et donc, du coup, ils ne sont pas engagés parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour le faire. Alors, ces deux choses, vous connaissez la prospective fission, qui est très tendance, mais on ne peut pas bâtir un plan d'investissement de milliards d'euros sur de prospective fiction, qui est très utile pour faire avancer les esprits. Donc là, on est plutôt en prospective stratégique, à long terme, avec une connexion directe avec l'investissement. Origine du terme, je ne reviendrai pas, ça date de 82, c'est venu des US, et depuis, ça s'est développé. Alors, des analyses nourries, structurées par la data. Il n'y aurait pas eu cette révolution des mégatrends s'il n'y avait pas la data. On a beaucoup plus de données, on mesure avec beaucoup plus de précision, une amélioration constante des travaux d'études. Ça ressort pas toujours parce que parallèlement, on a la diffusion de fake news. Et des gens, en tête de l'État, vous donnent des chiffres faux devant tout le monde, sans que ça ait apparemment d'impact. Mais pour les mégatrends, c'est de la data. Alors, intérêt, prise en compte des phénomènes dans leur globalité, on voit les grandes évolutions et on les met en interrelation. Donc, il y a des interrelations fortes, des relations entre l'évolution de la population et l'urbanisme, entre l'urbanisme et la relance des infrastructures et des transports, et choses comme ça. Chiffrage précis, sources sûres, fiables, récurrentes. On ne peut s'appuyer dessus que si on a des sources récurrentes, précises, captées à l'origine, pour pas s'appuyer sur quelque chose qui est aléatoire ou qui a été passager. Vision à long terme, rétrospective, faut pas mal de passer, et prospective avec mise à jour régulière. Approche comparative, le but c'est pas de faire ça dans son coin, parce que c'est extrêmement lourd à faire, c'est de partager, ça facilite la prise de décision. Alors, définition, j'ai mis mégatrends, mégatendance fondamentale qui structure l'évolution du monde sur le long terme. Risque majeur, c'est des événements soudains, violents, à fort impact. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose dont on craignait que ça arrive et qui vous tombe dessus. L'arrivée de Trump, par exemple, ou choses comme ça. Donc, qui sont des risques qui éclatent à un moment donné. Et puis, des grandes transitions. Les transitions, c'est ce que essaient de faire les hommes, les responsables, de dire on va gérer une transition climatique pour pas que la Terre ne brûle, une transition défense parce qu'on veut pas se faire occuper et ça bouge comme bougent les décisions humaines. C'est les 17 objectifs de développement durable, c'est le plan Europe de 2025 et puis après Horizon Europe. Donc c'est des décisions qui vont bouger, qui ont des objectifs qu'il faut suivre, parce qu'on dit on interdit à telle date les voitures avec un moteur, par exemple, thermique. Donc transition, action concrète, concertée entre acteurs, au niveau global ou régional, en réaction mégatrends, c'est risques majeurs. Qu'est-ce qui est attendu par les investisseurs d'une entreprise? C'est que son activité soit positionnée sur des évolutions solides et longues de la société qui vont pas être mis en cause toutes les 5 minutes. C'est qu'elle est, si on évoque les risques qui arrivent, est-ce qu'elle est résiliente à ces risques? Pour les banques, ça s'appelle un test crash, ou autre. On se dit, s'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on est bloqué aux US, quelle réaction on a? Est-ce qu'on est présent sur place, etc. Les grandes transitions, on dit attention tout le temps, la réglementation arrive et change. C'est ce qu'il faut suivre en permanence pour savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire et les accords qui sont en cours. J'ai rajouté tendance sociale parce que j'ai vu qu'elles étaient peu intégrées. Évolution des pratiques sociales constatées sur plusieurs années. On ne parlerait pas de mégatrends parce qu'elles sont beaucoup plus fluctuantes.
souvent résultantes des évolutions précédentes. Donc voilà. Qui émet les études, je passe dessus, vous verrez, c'est des grandes institutions. Et on a un triptyque qu'on remet à jour régulièrement, qui est donc les grandes mégatrends actuelles, les risques majeurs et les transitions. Et là, pour l'instant, j'ai mis sur le côté, ça me satisfait pas, mais pour l'instant, c'est ça. D'autant que je vous dis, c'est le domaine dans lequel il y a un peu plus de retard dans les travaux mondiaux, qui sont les tendances sociétales. Voilà, le nouveau nihilisme, les crises de confiance, etc., qui viennent influencer cela, parce qu'in fine, il y a des gens au bout qui peuvent se rebiffer, et c'est le cas actuellement, qui mangent pas comme ça l'IA parce que c'est tendance, ou qui suivent pas forcément ce qui est proposé. Donc tendance, c'est le plutôt long terme avec des grosses répercussions. C'est pas micro-tendance, c'est pas les modes. Alors ça permet en fait de garder une vision long terme au-delà de la fluctuation des choses. Prenez un exemple tout simple, la filière électrique. Bon, on dit oui, c'est l'avenir, ça progresse, à part l'automobile. Après, il y aura pas de voitures thermiques, mais en attendant, ça a fortement baissé l'année dernière. Et ça a joué sur le lithium. On a la production, le prix, le prix du lithium a été multiplié par 12 quand tout le monde s'est engagé dessus alors qu'il n'était pas prêt. Et puis il est retombé pratiquement d'autant. Donc ça, c'est comme une spirale qui s'enroule autour de l'évolution à long terme. C'est pas pour ça qu'Eramet va changer toute sa stratégie d'avoir la meilleure mine de lithium du monde, ou que Stellantis a arrêté toute voiture électrique. Et donc ça permet d'avoir une vision plutôt plus longue, qui est clé quand on investit à long terme. Personne ne gagne d'argent dans l'hydrogène dans 10 ans, donc c'est un horizon plus. Alors analyse, c'est quelque chose qui est répandu. Cette année, j'ai intégré 85 études venant du monde entier. Ça tendance. On est très sélectif, on prend que ce qui est solide, sérieux, basé sur des données fortes, et ça permet de voir un petit peu comment le monde réagit à cela. Et on vous les met toutes à disposition. À horizon de 15 jours, parce que je vous dis, il y a quelques études en retard, et je tiens toujours compte des retours de. Alors, et vous aurez comme ça tous les organismes, et là il y en a 20 pages, qui rappellent les priorités qui sont celles des différents analystes, investisseurs à long terme, États, organisations, OCDE, ONU, etc., qui permettent de rentrer dedans. Parce que moi, ce que je vais vous montrer, c'est des grandes évolutions. Après, on dit oui, mais pour nous, on est sur l'infrastructure, ça veut dire quoi? Ou nous, dans les transports, ou nous, dans la santé. Et il faut rentrer dans des travaux dédiés. Et il y a effectivement, par exemple, l'infrastructure. On a plusieurs analyses très solides sur les mégatrends dans les infrastructures qui repartent un peu comme en 40, on dirait, et autres. Donc voilà, c'est pour l'aspect exemple. Alors exemple des organismes qui font ça. Quelqu'un m'en parlait, la Fondation Dubai Future Foundation, avec lesquels on va coopérer. On ira à Dubaï soit en fin d'année, soit au début de l'autre. J'ai été allé les voir à l'occasion de l'Expo universelle. Bon, ils ont des moyens tels qu'ils peuvent se permettre les meilleurs experts de la Terre, pour vous dire. Ils ont plus de moyens que le Club de Paris. Et ils sont intéressants parce que c'est un partenaire privilégié dans le Golfe, les Émirats. Donc, ils sont aussi donc sur les mégatrends. On va voir ici, par exemple, c'est la Thaïlande, qui travaille aussi sur la même chose. Donc, c'est intéressant d'avoir des points de vue différents qui viennent de pays soit en développement. Il y a une transition énorme dans le Golfe Persique parce que c'est des pétroliers qui sont en train de bouger. Le pays émergent comme l'Inde, c'est autre chose. Donc, ça permet de voir qu'on a les mêmes approches, mais avec des angles différents. Et c'est utile quand on développe ces stratégies vis-à-vis de ces pays. Là, par exemple, c'est une analyse qui a été faite, Global Megatrends, sur Indochine particulier, donc la vision chinoise et indienne de comment évoluent ces choses-là. Je vous montre juste que c'est important de tenir compte. Et par exemple, là, pour l'Inde, les Global Megatrends et l'Inde, avec ses particularités, si vous voulez, qui fait qu'on va pouvoir, on peut travailler à partir des mêmes bases. Et les megatrends vus en Inde, qui est un pays, 1,5 milliard d'habitants, qui est en évolution, qui se développe rapidement, qui a des atouts différents, qui est leader sur le software, qui est la pharmacie du monde, mais qui est en retard sur beaucoup d'autres choses. Donc voilà, sachez que c'est partagé la Suisse, voilà. Le gouvernement suisse, mais une mégatrend, c'est le développement de la Suisse. Donc c'est quelque chose, comme c'est international, ça traverse un peu tout le monde. Et des points sur impact des mégatrends, par exemple, sur les pays de la CEE, analyse qui a été faite pour voir comment les transitions énergétiques qui ne l'avantage pas du tout puisqu'elle n'avait pas d'énergie et qu'elle est sur des énergies un peu coûteuses. La ressource, elle n'a pas tellement de ressources naturelles. Breakthrough technologie, on dit qu'elle a pris du retard, c'est partiellement vrai. Un changement social et l'urbanisation la touchent différemment qu'elle ne touche évidemment les États-Unis ou d'autres pays. C'est pour montrer qu'on a une matrice avec des tendances qui effectivement sont globales et des réactions différentes. Tous les supports, vous les avez, je vous en ai mis
juste des extraits pour là, mais le document complet sera disponible, téléchargeable en ligne, avec une petite modification. Aussi, en ce moment, tendance défense, le ministère de la Défense anglais mène des travaux très solides sur les grandes tendances liées. Alors, il reprend les grandes tendances énergétiques, démographiques, climat, technologiques et tout, pour arriver à la particularité défense, puisque c'est leur boulot de préparer une vision stratégique avec les drivers qui sont les mégatrends, la façon dont elles interfèrent, tout en tenant compte qu'il y a des contradictions qui restent. Interconnectivité partout, mais la fragmentation du monde, coopération indispensable, mais confrontation, innovation certes, mais stagnation de l'activité. Pourquoi autant d'innovation et pas de croissance? L'autoritarisme et la transparence. Donc, c'est pour vous montrer qu'on se nourrit de tous ces travaux, parce qu'ils se complètent, ils s'enrichissent mutuellement. C'est pas une question de point de vue. Moi, j'ai un point de vue, enfin, pas de point de vue ici, puisque c'est là où on voit les choses, mais d'opinion. On s'en fout des opinions. Moi, je vous présente pas mon opinion. Tout le monde s'en fout de mon opinion. Je vous présente des travaux existants, et les interférences entre mégatrends. Au début, ça fait toujours peur, parce que ça paraît compliqué, mais en fait, on voit assez vite les interférences qui existent par rapport au domaine qui nous concerne. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un background qui vient un peu du monde entier sur des approches convergentes. Outils d'investissement à long terme, ça a été développé pour ça, c'est-à-dire de permettre l'investissement à long terme qu'on n'arrive toujours pas à engager autant qu'on le voudrait. Donc c'est guidé par le futur. C'est parce que ça mène à ça en 2050 qu'il faut se préparer dès 2035 et commencer maintenant, en simplifiant. C'est un peu de la rétroprospective. Alors celui qui a lancé tout, c'est BlackRock, initialement, dans l'investissement financier. C'est le plus gros gestionnaire d'investissement. Il gère 12 000 milliards de dollars d'investissement. Et c'est lui qui d'abord a dit il faut absolument mettre l'argent sur les mégatrends et pas aller comme ça au hasard sur les entreprises, sur la disruption digitale, le carbone économie, ce que tu nous as présenté, futur de la finance. Lui, ça découle sur le futur de la finance, un monde fragmenté, les évolutions démographiques. Alors juste pour vous montrer, on dit c'est lourd. Nous, on fait pas les mégatrends. On analyse les travaux existants. Si on prend le cas de BlackRock, c'est un gros bébé, leader mondial, 12 000 milliards d'encours, donc 306 milliards gérés sous les mégatrends. La partie gérée sur cet aspect, avec ce qu'on appelle la gestion systématique, 300 sources principales de données structurées, on est à peu près dans les mêmes eaux. Il y en a guère plus au niveau mondial. C'est très lourd de produire de la donnée réelle, primaire. Il n'y a pas 50 qui font ça, si vous voulez, sur chaque cas. Plus de 1000 signaux alpha, ce qu'on appelle un signal alpha en finance, c'est un indicateur de surperformance. Il permet de privilégier des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. 45 marchés développés, émergents, analysés, 220 personnes. Ça mobilise 220 personnes, c'est juste pour savoir. Analyse balai sur les données issues sont appliquées à l'ensemble du marché boursier mondial. Prévision et décision d'investissement en temps réel, remise à jour quotidienne pour 7000 valeurs boursières. Qui fait qu'on est presque proche du temps réel, et on le voit avec des compteurs qui découlent pratiquement en temps réel, sur des évolutions. Donc ça montre que c'est des groupes Pictet, un des plus grands gestionnaires d'actifs privés. C'est pareil, depuis 2 siècles, Pictet adopte une perspective à long terme. On a été pionniers sur les méga-tendances et les forces sociales, environnementales, techno qui fascinent notre monde au-delà des cycles économiques. Et après, il voit le poids clé sur la société, l'environnement, les technologies. Je vous montre juste, pareil, ça c'est un autre, c'est PRCM, à l'écoute des grandes tendances qui dessinent l'avenir, investissement thématique, on appelle aussi investissement thématique. Pour nous, c'est des opportunités d'investissement. Gérer les risques qui font peser sur nos sociétés, et les impacts inéluctablement les investissements. Disruption, vieillissement de la population, éducation, défis alimentaires, climat, etc. Et voilà, nous sommes à l'écoute des grandes tendances, nos thèmes d'investissement, et après, suivant les thèmes, ils vont choisir des valeurs qui sont plus performantes que d'autres. D'où les signes alpha, comme on dit, c'est pas le tout de dire. Si vous dites c'est très porteur d'être sur domaine, vous parlez des sociétés extrêmement peu efficaces sur un secteur porteur. Ça n'empêche pas l'évaluation des entreprises. Alors, une composante croissante des stratégies d'entreprise. Nous, on suit, pour les besoins de nos travaux, des formations et tout le barda, l'évolution des stratégies d'entreprise avec à peu près 200 groupes leaders dans le monde. On constate que c'est une utilisation croissante. Tenir compte des mégatrends, des risques majeurs, des grandes transitions, comment ça impacte l'entreprise, les enjeux, les opportunités, stratégie globale, objectif, stratégie d'innovation. Là, je montre des entreprises qui explicitement mettent dans leur rapport, leur synthèse, leur présentation sur l'Assemblée générale, qu'elles travaillent comme cela. Vous voyez, on trouve quelqu'un de chez vous, vous montrez Colas, Siemens, Danone, Stellantis, Saint-Gobain, etc., Michelin et autres.
Colas, voilà, hein, c'est extrait de présentation du rapport annuel de Colas. Tu vois, je me dis, dans la maison, faut montrer. Elle s'appelle Megatrends, Colas voit très loin. Hein. Donc voilà, démarche prospective, évolution future, éclairer le choix présent, ce qu'on appelle la prospective chez Colas, engagée régulièrement par la direction générale du groupe. Un monde complexe qui évolue vite, tous les 5-6 ans recadre tout. Important de refaire le point, mieux comprendre le monde qui nous entoure, comment il évolue, pour accompagner nos clients, ne pas se laisser dépasser. Hein. Donc c'est voilà. Chez Siemens, c'est depuis longtemps. Alors, vous voyez, c'est assez agressif. Hein, c'est le vieillissement de la population, l'urbanisation, la globalisation, déglobalisation et le réchauffement climatique. Et l'IA au bout. Vous voyez, ça présente le rapport annuel est présenté en fonction des grandes mégatrends, avec les grandes mégatrends et les secteurs qui impactent Siemens, hein, qui font. Bon, je rentre pas dans les détails. Danone, pareil. Hein, les mégatrends, les évolutions spécifiques à notre métier. Alimentaire, l'impact qu'a eu le Covid et autres. Ici, MM, vous connaissez peut-être pas, c'est un des leaders mondiaux du packaging. Les mégatrends, les consumer trends et les tendances pour nous. C'est-à-dire d'appuyer sur des évolutions solides. Là, Yokogawa, c'est japonais, même logique. Donc, moi, je constate qu'on a une évolution croissante de cette prise en compte dans la stratégie d'entreprise, aussi dans les formations, dans les grandes écoles, Harvard, Stanford, MIT, on intègre une prise en compte plus solide pour avoir une sécurité à long terme et surtout vis-à-vis de ces grands investisseurs. Donc voilà, ça c'était un peu le cadrage. Alors, si on rentre mégatrends, actuellement, quand on regarde, alors moi je fais la synthèse, alors ce qui fait que ça décale par rapport à certaines vues, en faisant la synthèse, on voit ce qui ressort. Les 10, alors, souvent au-delà de 5, c'est le truc, mais enfin, on va quand même jusqu'à 10. Mégatrends, révolution technologique, on va voir, qui est en cours. On ne parle que de ça, et de l'IA, etc. Mais, donc, moi, je traduis ce qui est marqué. Hein. 2, le dérèglement climatique, donc, il reste les deux grands sujets. C'est beau, si on fait un séminaire l'innovation demain, comme on intègre l'IA et le réchauffement climatique. Hein. C'est pas ce truc. La révolution démographique, plus discrète, mais d'un impact considérable, ça bouge énormément à ce niveau-là. Les tensions géopolitiques, donc qui sont pas parties, vous avez remarqué. Hein, donc l'urbanisation qui continue son bonhomme de chemin. On continue à urbaniser le monde, ce qui posait problème aussi dans les campagnes où il n'y a plus grand-chose à faire. Redistribution de la richesse mondiale, notamment vers l'Asie, hein, qui joue beaucoup. Hein, les investissements des BRICS sont supérieurs à ceux du G7, même si ça n'a pas grand sens. Que les BRICS, c'est 75% la Chine. Croissance des inégalités, hein, que l'on retrouve également. Dégradation de l'environnement et pollution, hein, qui sont là. Et changement d'énergie, donc qui est en cours et qui affecte plus particulièrement l'Europe. On change d'énergie qu'on n'avait pas, une autre énergie qu'on n'a pas non plus tellement. Donc c'est donc est coûteuse aussi. On n'est pas tout à fait dans le cas d'autres. On parlait de Dubaï. Il y a les plus grands champs solaires du monde à côté du champ de pétrole. Hein. Donc changement se fait sur place. Épuisement des ressources rares. Hein. Alors si je regarde la hiérarchie, ce qui a bougé. En rouge, je mets ce qui est en progrès, qu'on trouve plus révolution digitale, connectivité, IA, donc qui sature les analyses mégatrends, dérèglement climatique et démographie, dont vieillissement. Ça, donc pratiquement 3/4 des analyses, on trouve ces trois éléments clés, hein, qui sont déterminants. Tension géopolitique, globalisation, déglobalisation, on change de globalisation en disant plus qu'on ne déglobalise. Urbanisation, donc ça reste les grands domaines. Redistribution de la richesse mondiale qui est revenue un peu sur le devant, à prendre avec attention parce que c'est pas si évident. En Chine, on pense pas que la Chine y aura tellement loin comme ça richesse compte tenu de l'effondrement de la population et du vieillissement. Mais bon, vu de loin, on croit que ça va continuer comme c'était. Croissance des inégalités, dégradation de l'environnement, pollution. La pollution est revenue presque dans beaucoup de domaines, presque au niveau des règlements climatiques. Changement d'énergie, épuisement des ressources rares. Alors, je remonte là. Si je prends les principales, alors il faut savoir que c'est des centaines de données, de bases de données graphiques derrière ça. Je ne vais pas vous combler de données, mais s'il n'y a pas les données, c'est pas une tendance. Hein. Si on ne peut pas la mesurer, si on ne peut pas la vérifier régulièrement, c'est en l'air. Ici, vous voyez que les 3 dernières années, le réchauffement climatique s'est vraiment amplifié. On a eu des effets de synergie, d'interconnexion entre des facteurs qui fait que ça monte comme ça n'avait jamais monté. Au point qu'on a l'impression de passer sur une nouvelle tendance. Hein, vous voyez l'évolution des températures dans la du Nord, donc ça baisse pas du tout, ça ne s'améliore pas.
ça a plutôt tendance à s'emballer. Si on regarde les températures, vous voyez, ça c'est typiquement une mégatrend, c'est une tendance longue, hein, c'est sur 200 ans. Hein, et vous voyez, sur 2025, le saut qu'on attend encore par rapport à l'évolution. Donc, on a bien confirmation de cette évolution. Et c'est le cas partout. Même, je regardais là récemment une analyse qui est faite par la grande banque des entreprises privées américaines, là, qui vient de sortir. Donc, Trump est là depuis quand même 2 mois. Ils mettent le principal problème, notre défi, c'est le réchauffement climatique. Pourtant, ils sont proches de la finance et tout, donc ils sont pas stupides. C'est pas parce qu'il y a un mec qui dit le contraire que ça change les données. Hein, nous, on est sur la tendance, on n'est pas sur l'opinion. Hein, de quelqu'un qui est de passage, pareil. On est tous de passage, de toute façon. Et donc, là, par exemple, alors, il y a un organisme qui est assez remarquable. Moi, j'avais travaillé pour eux quand j'étais petit, qui s'appelait la Fondation Ford, pour le développement de l'humanité, qui fait rien sur l'auto, hein. C'est une fondation qui avait été mise en place parce qu'ils avaient de la thune, si vous voulez. Qui analyse comment le monde bouge, et c'est toujours passionnant de voir leurs travaux. Nécessité d'une lutte active contre le changement climatique, largement partagée dans le monde. Vous voyez, moyenne 84% des opinions. Le moins, c'est les États-Unis, 77% quand même. C'est plus des 3/4, donc c'est pas marginal, si vous voulez. Hein, donc ça, il n'y a pas de recul à ce niveau-là. Sauf qu'il n'y a pas le même engagement. Ici, je vous montre un schéma. On compare États-Unis à gauche et Europe à droite. Alors, Europe, on a plus de données parce qu'elles sont publiées. Les États-Unis, maintenant, ils les publient même plus. Hein, ils interdisent la publication de données sur les changements climatiques. Mais enfin, on a la façon dont les entreprises sont impliquées dans le réchauffement climatique. Celles qui ont déjà investi sur ça, un peu moins de 40% aux États-Unis, et 35% qui vont investir. Vous voyez, en Europe, on est à 65% qui ont déjà investi, 55% qui vont le faire. Et si on éclate entre entreprises, nos grandes entreprises, tout en haut, là, à droite, sachez que vous êtes les entreprises les plus engagées dans le développement climatique au monde. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'est pas au même niveau. Ça a amené qu'en 2023, on n'a encore pas les données 2024 précises, mais on sait que ce sera moins. Là, les émissions de CO2 Europe ont baissé de 8% en une année. 8% pour vous donner une idée. Jamais on n'avait pensé qu'on fera autant d'un coup. Le problème, c'est quand on se retourne, les autres, ils ont fait plutôt un pas en arrière. Et ça, c'est très désagréable parce que on travaille pour toute la planète. Hein. Le réchauffement climatique, c'est pas local. Et donc, la France est à 1,5%. Donc, on dit, nous, à quoi ça sert si les Américains suivent pas? Parce que c'est des solutions plus coûteuses. Donc, on a des contraintes sans avoir les avantages. Et ça, c'est un des problèmes fondamentaux qu'on a actuellement. Hein, je vous montre un peu, les PME sont moins impliquées et tout, mais l'Europe est leader sur ça, mais on me dit, ça nous sert à quoi d'être leader? On paye pour les autres, en ce moment. Alors, deuxième, la tendance démographique. Alors, 2025, cette année, c'est un moment historique. Pour la première fois dans le monde, l'ensemble du monde passe sous le seuil de renouvellement de la population. C'est-à-dire que plus de décès que de naissances. C'est la première historique. Alors, vous voyez, tout le monde, hein, plus en Afrique, c'est pareil, c'est une méga trend. Alors, ça n'entraîne pas immédiatement la baisse de la population parce que les personnes continuent à vivre un peu plus longtemps. Donc, il faut pas à peu près 15 ans pour que ça entraîne la baisse réelle de la population après la baisse de ce niveau. Alors ça, c'est révolutionnaire. On a tous appris, petit, qu'il y avait une révolution, l'explosion démographique. On doublait la population du monde, disons. Maintenant, c'est le contraire. Et on a le début de ce qu'on appelle les sociétés super âgées dans le monde. Hein, on considère qu'un territoire où plus de 20% de la population plus de 25 ans sont super âgés. C'est-à-dire que le système qu'elles avaient mis en place ne fonctionne plus pour les retraites, pour ces choses-là. Il faut le repenser. Vous avez vu les problèmes actuels. Et ici, vous voyez, la France est là, et les autres grands pays européens, Italie, Allemagne et Espagne. Tout en jaune, c'est l'Europe. Alors, tout en haut, on a le Japon et choses comme ça. Donc, on a l'arrivée de propriétés comment dirais-je, plus âgées. Et les deux puissances qui chacune faisaient un quart de la population mondiale, presque moitié eux deux, ce qui est plus tout à fait le cas maintenant. Donc on voit l'évolution tout à fait différente de la Chine et de l'Inde au niveau de la population. La Chine a démarré sa baisse de la population, donc ça fait maintenant 5 ans. Cette année, c'est 3 millions de Chinois de moins que l'année dernière. Mais ça va rapidement passer à 5 millions par an, puis 7 millions, puis 8 millions, puis 10 millions, puis 15 millions de moins. Donc c'est une chute qui va être assez... Vous voyez à droite la chute le nombre de changements en pourcentage de la population. Vous voyez les 2 coups qui avaient été donnés avec l'interdiction du mariage avant 30 ans et l'enfant unique. Aujourd'hui, la politique, c'est 3 enfants, mais personne n'y passe. Personne n'y passe.
Le pays n'arrive pas, il pensait qu'il suffirait qu'il fasse jouer 2 points pour faire repartir la population. Ça ne se passe absolument pas comme ça, et on verra par rapport à leur transition. Et donc, on a 2 mondes différents, là, qui sont en train de se séparer. Et voyez ce que ça va donner en population pour la Chine. On va dire, mais c'est peut-être pas inéluctable, il peut y avoir un baby-boom. Non. Ça marche pas comme ça. Et ça supposerait qu'il y ait les jeunes femmes qui seront nées en temps et en heure. Il y avait l'enfant unique, hein. Donc, on a un impact, une violence inouïe. On va avoir une population extrêmement vieille. C'est très difficile de faire de l'innovation avec beaucoup moins de monde. Planifier la baisse de son chiffre d'affaires tous les ans. Donc, on dit sans faire de la marge, vous n'avez pas cette expérience-là. Comment on fait ça? C'est pour ça qu'en Chine, on est beaucoup plus inquiet qu'ailleurs. Alors, si l'on regarde au niveau global, vous voyez encore une très grande tendance 2000-2050, encore c'est pas si long que ça, en 50 ans, comment le monde a changé. Là, c'est la classe moyenne. Alors, classe moyenne, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun produit pour les super pauvres. L'Europe a des prix de ses produits de l'ordre de 15 à 20% supérieurs au marché mondial. C'est un de ses problèmes. Elle fait des produits plutôt un peu haut de gamme pour des pays développés. Au CDE, on vendait ça au Japon pour des classes aisées. On n'a pas de produits qui soient compétitifs avec des produits indiens pour des gens qui ont $5 par jour. On ne fait pas ça en Europe. Hein, et donc la classe moyenne est clé. Et vous voyez ici comment évoluer la classe moyenne Europe, États-Unis, donc orange et jaune. Hein, la classe moyenne européenne est plus importante qu'aux US parce qu'aux US, elle a plus le même pouvoir d'achat. Japon qui est devenu marginal. Et vous voyez la Chine, bon, qui maintenant, moi je ne crois pas à cette trend-là, mais il surestime la Chine, enfin peu importe, et l'arrivée explosive de l'Inde. C'est bien pour ça, on parlera qu'on prend des actions, on fait des actions sur l'Inde pour des échanges plus forts. Et donc vous voyez, les 50 ans, 2000, c'était il n'y a pas longtemps, on a tous connu, hein, Mitterrand, tout ça quand même. Bon, c'était hier. Hein, et vous voyez le monde d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il est là et comment il évolue. Et la baisse de la fécondité, c'est un problème mondial. Alors le pire, c'est la Corée du Sud, qui passe en 2 générations du pays le plus jeune du monde au pays le plus vieux de la Terre, en perdant 60% de sa population. Et voyez la chute par rapport même au Japon, à l'OCDE, la Chine et les États-Unis. Et donc ils ont fait justement un rapport intéressant fait par un grand professeur de l'université Menchin à Séoul. Baisse de la fécondité bousculant des mégatraînes. Moi, j'ai fait un article pour la revue La Recherche, un dossier sur la démographie sous le coup des mégatraînes. Conclusion, la baisse de la nativité peut être expliquée par des perspectives économiques, socio-culturelles. Il est désormais nécessaire d'examiner sous l'angle des mégatrends mondiales. Plus les jeunes voient l'avenir de manière négative, plus ils évitent de fonder une famille, de nouer des relations. Nous devons redoubler d'efforts pour offrir aux jeunes une vision meilleure de l'avenir. 70% des gens ne veulent pas d'enfants, faut voir. La société coréenne est dans une situation extrême. Promouvoir l'équité sociale, la démocratie, mettre en œuvre des mesures préventives face aux changements environnementaux, la crise climatique, afin d'aider les jeunes adultes à envisager un avenir meilleur. Pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, ce qui nous frappe, nous, c'est le décalage total entre le discours technologique et le discours social. On nous a revendu la Corée, le pays le plus avancé, qui ont mis la 5G avant tout le monde, beaucoup plus connecté, où on paie avec tout ce qu'on veut, voilà, le paradis, quoi, de la tech, et c'est un des pays les plus explosifs du monde. Là, les tensions dans la société sont extrêmes, les dirigeants vont en prison, pour vous dire, les tensions de femmes. Donc, il n'y a pas connexion directe entre le fait d'être en avance sur la 6G ou la 5G et d'avoir une population qui suit. Alors, en France, ce qui me frappe, moi j'ai commencé il y a 5 ans, donc j'ai commencé les analyses, on était là, un enfant 8 par femme. On avait dit, oui, le coup du Covid, ça va repartir à la hausse. Pas du tout, ça a plongé, mais comme plus que tout. Et donc, nous, on est en décalage, parce qu'il y a l'Allemagne avant nous, il y a l'Italie, il y a le Japon, il y a la Chine, il y a plein de pays, mais ça ne s'arrange pas du tout. Et en plus, si je regarde, excusez-moi, vous voyez, 24% des 18-30 ans déclaraient prêts à ne pas avoir d'enfants pour préserver la planète. Sur 90 000 personnes, enquête du Cercle des économistes, c'est à peu près la moyenne mondiale. Mais c'est pas la seule raison. Dans le cas de la Corée, vous dites, mais c'est à cause du réchauffement. Non, ça explique que 25%. C'est à cause que je vois pas ma place dans le reste de la société, c'est parce que j'arrive pas à fonder une famille, c'est parce que je travaille, enfin, c'est plus complexe que cela. Ça n'est pas que cela. Et ici, je regarde ce que prévu, la dernière étude de l'INED date de 2022. 6 ans avant, il y avait une étude, ils avaient déjà tout recadré, c'est-à-dire baissé à l'horizon 2070 de 10 millions la projection de la population française, de 10 millions en 2070. C'est-à-dire, la population baisserait dès 2048
alors qu'on avait prévu initialement qu'elle ne baisserait pas. Elle stagnerait à partir de 2120. Maintenant, on dit non, elle baisse à partir de 2048. Sauf immigration massive. Et là, voilà ce qu'était la prévision il y a 2022. Les dernières stats, c'est 2024. Et on disait, ça va se croiser aux alentours de 2035. Voilà ce qui s'est passé, en fait. Voilà. On plonge d'emblée et autres. Et là, maintenant, on n'a plus qu'un pouillème entre les deux. On passe de là où il y avait 250 000 naissances de plus que de morts, là, plus rien. Ça va se croiser maintenant. Donc, on a une accélération réelle de la baisse de la démographie dans le monde entier, exactement comme on l'a pour le réchauffement climatique. C'est-à-dire une rupture de tendance qui va, ça confirme bien ce qui avait été vu, mais ça va nettement plus. Alors je ne vais pas vous mesurer tous les pays, mais tous les graphiques sont mauvais. Exemple d'implication de la mégatrend, vieillissement de la population, augmentation du coût de la santé et des retraites, et c'est peu dire. Le seul impact qu'on a vu, c'est de l'ordre de 100 milliards sur les retraites. Et donc, on est mal barré sur l'aspect retraite. Diminution des effectifs parce que la population en âge de travailler diminue. Adaptation technologique et numérique. C'est des gens, ils ont besoin de technologie, ils sont pas trop branchés sur le numérique. Évolution des modes de consommation. Dépendance accrue, comment on paie la dépendance. Risque d'isolement social et de déconnexion. Défis liés à la gestion de la diversité générationnelle. Visibilité financière des systèmes de retraite. Donc, immédiatement, on a l'impact que ça pose. Théoriquement, c'est une des choses qu'on analyse le mieux et qui est pourtant assez peu prise en compte par les institutions et les entreprises jusqu'à la création des maisons de retraite qui sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'elles touchent une clientèle qui est censée être très riche alors qu'elle ne l'est pas. Et donc, on a des coûts au mois qui est très supérieur à ce que les gens touchent en retraite. Et donc, on a un décalage entre l'offre et la demande. Et donc, il faut quand même analyser l'évolution des choses parce que sinon, on est à côté. Alors, le pire, avoir des enfants ne fait plus partie de la famille idéale pour une minorité de la population. Quelle est la famille idéale pour les 10 dernières années? Est-ce qu'il faut avoir un enfant? Non. 26% dans le monde estiment qu'un enfant, c'est le pire truc que j'ai jamais vu. Et question spécifiquement aux femmes, est-ce qu'avoir un enfant est nécessaire pour avoir une famille complète? Non, 61% dans le monde. Ça, c'est assez nouveau, on n'était pas à ces niveaux-là. Et alors, le pire, j'ai pas mis le tableau, parce que moi, il me fait bondir. Par contre, des gens, un chien, oui, à 34%. C'est-à-dire que vous avez joué cette famille étant petit. Vous savez, dans la famille machin, genre le père, la mère, la fille, le fils. Alors, ça, c'est fini. Maintenant, ça sera le jeu de cette famille. C'est le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père et le chien. Bon. Donc, est-ce que c'est durable? J'espère que non, mais on a ça partout. Toutes les analyses sociologiques disent les gens ne veulent plus avoir d'enfants, du moins pas maintenant. Ça veut dire, mais le réchauffement climatique ne va pas s'améliorer demain matin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas s'améliorer comme ça dans la foulée. Donc, on a des éléments d'explication de ce pourquoi. Mais ça demande d'être analysé en détail, pays par pays, zone par zone et tout, mais c'est fondamental. Si vos clients meurent, vous n'aurez pas beaucoup de chiffre d'affaires, quoi. Problème des vieux, on a les stats, c'est qu'après ils meurent. Donc ils dégagent des stats. S'il n'y a pas eu de nouveau avant, la population baisse. C'est pas compliqué, C'est un chiffre assez simple, en fait. Alors, concentration urbaine, ça c'est quelque chose qui suit sa traîne, mais il n'y a même pas besoin de modifier le schéma tous les ans. Ça évolue comme anticipé. Ça bouge pas énormément. Ça entraîne un énorme marché pour les infrastructures, les transports urbains. La rénovation des villes et tout le barda, c'est un bon business pour Bouygues, incontestablement. Mais pour Alstom aussi. Bon. Alors, technologie, j'ai pas fait le point, on va voir toutes on fait une séance spéciale là-dessus, les technologies et tenir compte. On a une bonne visibilité des technos. On a toujours ce délai moyen de l'ordre de 15 ans entre une publication et un brevet, et de l'ordre de 15 ans entre le brevet et son application concrète. Donc, on voit arriver les coûts beaucoup plus que les gens ne le croient. Là, il y a un très bon étude, 221 emerging technologies qui peuvent améliorer l'euro. Enfin, il y a plein de solutions techniques. Je rentre pas là-dedans, ça prendrait toute la matinée. Et la pollution qui revient, là, c'est Shanghai, vous reconnaissez. La pollution, maintenant, remonte. Nous, on a testé l'hyperpollution à New Delhi, t'avais vu, t'étais avec nous. Encore Dieu merci, on a raté les jours où c'était 200 fois le maximum prévu par l'ONU, où on voyait pas à 20 mètres. Donc, il y a de la pollution liée aux incendies majeurs. Vous avez vu surtout les États-Unis, quand il y a eu les grands incendies, les pollutions, les microplastiques, etc. Il est vrai que quand vous êtes en Inde, la pollution est immédiate. Les gens meurent de pollution par rapport au carbone, qui n'est pas directement une pollution, si vous voulez. Mais quand la maison brûle, si vous voulez, on se préoccupe de changer le papier peint un peu plus tard, quoi, si vous voulez. Donc, on est plus taxé par les trucs qui bougent.
Risque majeur, alors risque majeur, c'est quand ça pète. Alors, soyez pas surpris que c'est des emmerdements, c'est des risques. Hein, donc, bon, il n'y a pas de truc, les événements heureux majeurs qui vont arriver, il faudrait faire un rapport, parce que bon, risque majeur. Alors là, l'avantage, risque majeur, au lieu d'avoir une centaine d'études dans le monde, on en a très peu, parce que c'est horriblement compliqué à faire. Il faut avoir toutes les stades de savoir les risques qui remontent, dont c'est fait partie les très grands assureurs. AXA qui fait un travail remarquable, Allianz, c'est le premier et le deuxième mondial de l'assurance, Aon, les autres assureurs regroupés avec le World Economic Forum, hein, et puis les risques plus géopolitiques, hein, qui sont traités par ailleurs, et les risques des marchés, donc on est beaucoup sur un univers beaucoup plus concentré au niveau des données. Alors risque majeur, cybercriminalité explosive. Alors là c'est un problème de fond parce que c'est plus alors si vous voulez faire peur, vous mettez une capuche sur les yeux et vous faites ça fait cybercriminalité, vous avez déjà vu. Et du vert, du noir, bon, tout le bar-là. C'est pas du tout ça, c'est pas des hackers de banlieue. C'est devenu des batailles entre États, avec des gens par centaines, milliers soutenus par des États. Pirates et tout, vous avez vu l'énorme coup qu'a fait la Corée du Nord là sur les finances aux États-Unis. Donc la cybercriminalité est complexe, c'est un des domaines qu'on a le plus de mal à chiffrer par ailleurs. Il y a les gens qui vendent des systèmes contre la cybersécurité, mais alors, les chiffres, on a fait une séance dédiée à ça chez Cisco. La dispersion des chiffres est effroyable. Donc, on remontait sur le FBI qui intégrait tout ça, mais il n'a plus le droit de diffuser ses études. Donc, on se rabat sur Interpol et Europol, mais on a un problème encore de chiffrage. En plus, on n'aime pas parler du fait qu'on s'est fait hacker. Alors, tout le monde s'est fait hacker, y compris le grand public. Donc, tous les assureurs vous disent c'est le pire qu'il y a, on va plus assurer ça, ou plus complètement, ou partiellement. Hein. Voilà, ça c'est le gros. Les catastrophes climatiques que l'on voit assez globalement, qui montent. Les conflits géopolitiques et guerres ouvertes, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et il y en a d'autres potentiels si on ne règle pas celles qui sont en cours. Les mauvaises utilisations de l'IA qui montent tout le temps. Donc il y a deux faces à la technologie. Hein. Il y a la face positive et la face sombre. La crise économique et financière, donc on va jeter un coup d'œil sur ça. On n'a pas complètement réglé la dernière, donc ça nous pend au nez. Les nouveaux mouvements sociaux d'ampleur, hein, qui fait qu'il y a ça se coule. Les catastrophes naturelles exceptionnelles. Là, vous avez un quartier de Los Angeles qui a cramé avec tous les trucs. Donc c'est naturel, mais entre guillemets maintenant. Est-ce que c'est si naturel que ça, ou est-ce qu'il n'y a pas une connexion plus forte? Chaque fois on dit est-ce que c'est du réchauffement climatique? Ça s'appelle effondrement de la biodiversité, qui a des conséquences bien au-delà des seuls aspects écologiques. Et les deux derniers, rupture des supply chains essentielles, c'est toujours pas réglé. Airbus a beaucoup de mal à remonter en production, Boeing aussi, mais aussi les fabricants de trains, d'auto, etc. On a des problèmes de supply chain. Et risque majeur en émergence, la mésinformation qui vient de débouler en force, qui est donc dangereux de revoir, elle est parfois mise en première par le grand public. Alors risque majeur, cybercriminalité explosive. Tout le monde a été attaqué. Vous avez vu tous les grands opérateurs de téléphone, les États, les organisations, les hôpitaux, etc. Donc on est à un niveau extrême. Et maintenant, ça touche beaucoup le grand public. Du coup, ça crée une ambiance. Les gens sont fait piquer leurs données de toute façon. Et donc, ça multiplie les attaques au quotidien. Et on a l'impression que ça n'a pas été pris totalement au sérieux. Est-ce que les gens, vous voyez, on vous dit Orange s'est fait piquer 13 millions de trucs. C'est pas lui qui s'est fait piquer, c'est les gens qui ont leurs trucs dans la nature. Lui, il n'a pas de perte particulière. Est-ce qu'on a une responsabilité, qu'on exige des gens qui fournissent des données et qu'on les laisse disponibles assez facilement aux gens? Enfin, il y a un vrai problème de la diffusion des données. Sinistre climatique, c'est, comme la dernière fois, conflit géopolitique et guerre, c'est pas une surprise, c'est monté. IA, big data, algorithme. Alors vous voyez, il y a une cybercriminalité est un peu liée à ça, intelligence artificielle. IA, donc les aspects négatifs de l'utilisation de l'IA, crise économique et financière, tensions, mouvements sociaux, catastrophes naturelles. Nouveau, arrivée de la mésinformation, on va voir ce qu'on coupe là-dessus. Alors, un des points clés, pratiquement tous les risques sont globaux. Personne ne peut régler la cybercriminalité sur un seul pays, elle vient plutôt d'autres pays. Les sinistres climatiques, c'est mondial, géopolitique, ça devient mondial. Immédiatement, il y a Big Data, algorithme, c'est géré par des géants mondiaux. Crise économique, elle s'étend sur la Terre entière, en partant même si elle part d'un problème d'immobilier en Californie ou en Floride. Tensions, mouvements sociaux aussi, catastrophes naturelles, biodiversité, rupture des supply chains, c'est au niveau international. Et mésinformation aussi.
Et voir, le vrai problème, c'est que les transitions pour lutter contre ça sont toutes nationales ou régionales, puisqu'il y a perte de la dimension coopération internationale en ce moment. Donc comment lutter contre des risques globaux avec des politiques locales? C'est pas simple à prendre. Alors, top mondial des risques, AXA, vous voyez, AXA, mais changement climatique, instabilité politique et 3, cybersécurité. Alliance, mais cybersécurité en premier, mais enfin, on retrouve les mêmes choses, ça dépend de leur base de travail internationale, si vous voulez, je montre. Évolution du top des risques, vous voyez, toujours climatique en haut, instabilité géopolitique au rose, là, qui est remontée, aux cybersécurité, vous voyez, qui arrive juste après. Alors, IA, le pacte de l'IA, toujours tout seul, là, qui vient de débouler, parce que l'IA est assez récente, tension sociale, etc. Donc, ça évolue avec le temps. Typiquement, par exemple, les pandémies, on en a peur quand il y en a une, puis après, on n'a plus peur. Puis ça revient d'un coup, quand elle la boule. C'est comme ça. Alors, oui, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de voir que le classement mondial, parce qu'on a des ressentis plus ou moins forts selon... Alors, changement climatique, dans le monde entier, c'est en premier. Donc, il n'y a pas de baisse de la garde sur cela. C'est au niveau des actions. On n'est pas sûr qu'elles sont très efficaces. Cybersécurité, vous voyez, arrive aussitôt. Chez AXA, je dis, là, deuxième, et comme plusieurs autres analystes mettent en premier, c'est pour ça que ça se trouve en premier. IA, etc. Donc, je laisse, ça servira aux gens qui veulent voir dans les zones où ils travaillent. Allianz, vous voyez, eux, ils mettent numéro 1, cyber incident. Enfin, c'est pas des incidents, des accidents. Enfin, le terme anglais est plus large. Après, business interruption. La différence, surtout, c'est qu'Allianz garde les risques propres à l'entreprise elle-même, risques d'incendie ou de dégâts des eaux, qui n'ont rien à faire dans des analyses globales. Mais je passe sur leur façon de traiter. Vous voyez, cyber-incident, ils vous disent, voyez, c'est revenu en numéro 1. Cybercrime, des réseaux, les ruptures de réseaux, le malware, etc. Et choses de cette nature. On est à 38% des organisations qui ont des problèmes. Et eux aussi font une comparaison internationale. Je rentre pas dedans pour voir ce qui est le plus important à un endroit ou à un autre. Ça sert surtout à optimiser ces politiques régionales parce qu'il y a forcément des problèmes qui n'ont pas forcément la même intensité. Un pays qui est gorgé de matières premières et d'énergie, il a moins tendance à voir l'énergie, crise énergétique comme étant un risque. Alors, le World Economic Forum, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il a des approches un peu transverses. Alors, oui, risques majeurs mondiaux qui sont repris, on va voir. Et le conflit armé, ils intègrent plus. Longtemps, les gens du business mettaient pas du tout de géopolitique, ni de social, comme si le monde était tout cool et tout. Or, en fait, ça arrive d'un coup, boum. Il faut faire un effort de réarmement. Par démographie, je disais. Le dernier coup, avant le réarmement, c'était réarmement démographique, rappelez-vous. Le point qui a été fait, parce qu'on s'est aperçu qu'on allait au mur. Alors certains vont dire, oui, mais c'est bon pour le climat, ça, cette histoire, la population. Oui, mais pas comme ça. Pas aussi violemment. En plus, on n'est pas sûr de l'impact. Ça devait être dans le nouveau rapport du GIEC, mais on va voir, il est retardé puisqu'on ne s'entend plus sur le GIEC. Et on n'avait pas fait le lien entre l'évolution de la baisse de la population et cet aspect-là parce qu'il est complexe. On a un laboratoire, c'est le Japon. On s'aperçoit que c'est pas systématique parce qu'on remplace les personnes par des machines, des techniques qui ont beaucoup d'énergie en fait. Et donc il n'y a pas automatiquement baisse de la population égale baisse des émissions de CO2. C'est quelque chose qui est plus compliqué que ça, qui mérite une analyse plus précise. Comment ça va se faire. Donc après les éléments extrêmes, et eux ils mettent en pourcentage les événements extrêmes au niveau climatique, la confrontation géopolitique, la mésinformation sociale. Mésinformation, c'est le terme qu'on utilise. On a fait un rapport, nous, l'Académie des technologies, qui s'appelle IA et mésinformation. Je vous conseille de le lire. Il sera présenté de toute façon à la Sorbonne, puisqu'on reprend les mardis. Je vous parlerai tout à l'heure sur ce point-là. Ça veut dire que c'est une information qui n'est pas... Soit elle est déformée, c'est une sous-information, une information partielle, une information partiale, une information superficielle, une information promotionnelle, une forme, ce que vous voulez, lobbyiste, ou bien, militante, qui ne tient qu'une partie. Donc on a une information dont on n'est plus convaincu qu'elle recoupe la réalité du monde de l'information. Économique downturn et tout. Alors ce qui est intéressant, ils font une séparation en disant quels sont les risques les plus importants dans les 2 années qui viennent, et quels sont les risques les plus importants en raison de 10 ans. Et vous voyez à gauche, 2 années, et vous voyez, 10 ans, le climat, parce que c'est un truc à long terme. Mais là, dans l'immédiat, ils mettent la mésinformation en premier, parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Des gens vont se battre dans la rue sur une information qui est fausse. Donc ça entraîne des réactions violentes de la population à cause, rappelez-vous,
Deuxième guerre mondiale, l'incendie du Reichstag, hein, c'était une fausse information. On a interdit un parti parce qu'il a brûlé le Reichstag, il était pour rien. Hein, donc là, c'est un risque majeur d'avoir ces fake news, hein, ou informations changées, etc. Surtout que ça remonte au plus haut. Les mouvements extrêmes. Alors, au niveau de la climat, c'est pas tellement le réchauffement à long terme. On dit oui, mais il y a des événements graves, des incendies majeurs, des inondations, des coups de chaud, donc c'est ce que les gens ressentent en premier. Les conflits armés, parce que ça vous pète à la figure, hein, la polarisation sociétale, les gens s'opposent les uns les autres, cyberespionnage et warfare. Et puis à plus long terme, on voit le climat, c'est ce qu'on appelait avant la fin du mois par rapport à la fin du monde. Disons là, c'est les 2 ans qui viennent par rapport, disons, 10 ans. Hein, qui fait qu'il faut garder les longs termes, et tout en traitant évidemment le court terme. Et donc l'arrivée de la mésinformation, je vous dis quand même en numéro 1 à horizon 2 ans, avec les analyses, elle est alimentée par l'IA, mais l'IA pourrait permettre de lutter contre. Il nous parlait de l'IA responsable. C'est pas l'IA qui est directement responsable, c'est l'utilisation qu'on en fait. Les technologies, elle est neutre. Elle est pas ni méchante ni gentille. Hein. Un marteau, on peut enfoncer un clou, le crâne de la voisine, c'est pas de la faute au marteau. Hein. Donc, soyons clairs qu'on a la même chose là. Et donc, voilà, c'est un des sujets d'actualité. Et je vous dis, l'Académie a fait un rapport. Nicolas Curien, qui était patron de l'Arcom, hein, qui était responsable du rapport et tout ça, le présentera en Sorbonne le 22 avril. Hein, vous verrez les fiches sur ça. Alors, les interconnexions avec ces trucs globaux, je laisse ça de côté, mais sachez qu'il y a des points qui permettent de mieux voir comment on peut être influencé par des phénomènes externes. Et il y a Eurasia Group. Eurasia Group, j'aime bien. Alors, regardez, vous voyez, vous avez l'équipe hein, pour faire les anticipations de risques géopolitiques. Hein, tout à l'heure, on a vu les 200 personnes de BlackRock. Eux, c'est quand même une grosse équipe. C'est la seule de ce niveau-là dans le monde qui travaille sur ça depuis longtemps. Et elle est très, elle appelle un chat, quoi. Elle nous dit, nous, si le risque c'est Poutine, on dit le risque c'est Poutine. Hein, on va pas faire des enlificotis, c'est une montée des tensions géopolitiques qui pourrait affecter l'Est par rapport à l'Ouest, bordel. Donc eux, ils travaillent avec tout le monde maintenant. Alors voilà, ils disent voilà, on est curieux de la façon dont on marche ou qui ne marche pas. On est indépendant, rigoureux. Hein, on définit avec précision. On est irrévérent parce qu'on vous met les choses sous le nez. Hein, authentique. Et effectivement, ça fait 3 ans qu'ils disent attention, ça va péter en Europe, mais ça fait un repas spécial pour l'Europe en disant l'Europe est désarmée, ça arrivait maintenant. Donc c'est un peu le rôle des gens d'anticiper. Hein, et ils font ce qu'ils font. Alors voilà les risques. Le J0 win, puisqu'on avait mis ces fameux droits de veto, eh ben on arrive à ce qu'il n'y ait plus de rencontres. Hein, si on suit, les États-Unis se retirent du truc, il n'y a pas la Russie, la Chine existe, on n'arrive plus à se rassembler. Le Conseil de sécurité de l'ONU, un veto, et il n'y a pas de réaction. L'ONU a été mise en place pour éviter toute guerre, elle ne peut pas intervenir s'il y a une guerre. Parce que les pays qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale étaient censés être plus sages que les autres, donc ils ont des droits de veto. Donc là, si c'est vide, il n'y a plus de discussion internationale. Alors c'est embêtant parce qu'il faut mettre des palliatifs, on fait des réunions, vous avez vu, on convoque les chefs d'état-major de tout un tas de pays, où vous retrouvez l'Europe avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vous avez des autres structures qui prennent la place. Le rôle de Don, ça veut dire Donald Trump, hein, c'est le mot qu'il met. Donc, en ce moment, il affiche ses règles, et donc ça, c'est un des risques, c'est que ça va sans doute pas durer longtemps, mais enfin, pour l'instant, c'est le cas. La rupture Chine-US qui pose des problèmes à tout le monde. Trump économique, c'est un truc qui n'existait pas, c'est totalement contradictoire. Moi, fait un doctorat d'économie internationale, on se demande pourquoi on passe 9 ans à comprendre comment ça marche pour qu'ils nous racontent des conneries pareilles. Un droit de douane, c'est un impôt sur son pays, enfin, on va regarder les chiffres. Bref, mais enfin, pour l'instant, c'est ça. Russia, Steel Rock, bon, qui continue ses actions PVO. L'Iran qui est dans les cordes, par contre, qui mettent, donc c'est très géopolitique. Aussi, alors il dit attention, c'est un monde, tout le monde est endetté. 350% du PNB, la dette mondiale, hein, pour vous donner une idée. Donc tout le monde a les poches vides, donc on se bagarre entre gens, et on dit 100 milliards sur ci, 100 milliards sur ça, plan rail 100 milliards, plan truc, des 100 milliards valsent partout. Et pour l'instant, on les voit pas, mais bref. L'IA qui mène le cirque avec le risque, pour l'instant, elle soit plutôt utilisée, pas forcément dans le bon sens. On commence à avoir des zones de non-droit sur la planète. Hein. Le Mexique a une situation grave qui va péter à la figure. Donc en plus, l'Amérique de Trump se prend au Mexique. Hein. Alors par contre, ils disent ceux qui
on voit pas la raison de le craindre, c'est surestimé. Rupture de l'Europe, non, elle a fait face à des pires choses que ça, donc elle a des capacités de réaction. La chute de Trump cette année, il faut oublier, sauf une balle qui passerait pas dans l'oreille, mais ailleurs. Non, mais aux États-Unis, on sort son revolver pour pas grand-chose, donc on sait jamais. Quelqu'un qui a été viré de la noire, on pourrait réagir s'il est dans un club de tir. Je suis de l'humour noir, mais bon, il faut bien défendre l'atmosphère. Et puis croire qu'on va arrêter la transition énergétique parce que c'est un investissement sur très long terme. Pour l'instant, on ne les constate pas. Et par exemple, c'est un peu paradoxal, si vous regardez les émissions de CO2, elles ont fortement baissé aux US pendant la première période Trump. En fait, le président n'a pratiquement aucun pouvoir sur cela. Il peut fermer les institutions qui analysent, mais c'est du ressort des États, c'est du ressort des entreprises, des villes, et vous avez beaucoup d'acteurs très actifs sur cela, en Californie, à New York, etc. Ce qui fait que lui joue plutôt sur le symbolique des actions et des autorisations pour drill, les choses comme ça, qui sont le point. Aussi, il y a les rapports, le centre Robert Schuman sur les risques plus géopolitico-militaires, donc je vous ai mis, je vais pas rentrer dedans, ça c'est pas qu'une spécialité, puisque maintenant on voit que ça rouge beaucoup. Tout l'argent qu'on met dans la défense, il ne sera pas ailleurs. Donc on est bien sur une gestion polydimensionnelle. Et donc les plus élevés, l'isolationnisme russe, l'isolationnisme américain, puissance militaire russe, conflit Iran-Israël qui n'est pas réglé, Russie-Ukraine non plus, cyberattaque, on est en guerre au niveau des cyberattaques, on est en guerre depuis longtemps au niveau informatique, migration, etc. Et puis des risques plus modérés. Donc je vous laisse, c'est un très bon travail. 4 institutions se sont regroupées pour mieux cerner ça, mais enfin il y a des outils sur cela. ESMA, c'est l'organisation qui contrôle les marchés financiers. N'oublions pas que l'Europe reste la puissance financière et commerciale numéro 1, malgré tout ce qu'on raconte. Son vrai problème, c'est qu'elle est dispersée, donc chaque fois. Et alors, ce qui est marrant aux États-Unis, on ne fait jamais de stats avec l'Europe. Ce qui est États-Unis, France, 10, 27 trucs, tout petits, donc, qui ne vont pas nous emmerder. Et jusqu'au point que dans des travaux, j'ai parmi là, où on compare les positions dans les secteurs de haute technologie dans le monde avec Chine, États-Unis, Europe. Je me dis, tiens, c'est curieux, l'Europe, elle est encore, pour l'instant, devant. On sait faire aussi des avions par rapport à Boeing, pour vous dire, ou d'autres choses. C'est pas tombé de la dernière pluie. Et si vous regardez, c'est marqué Europe, et il y a une astérix, c'est marqué Europe without Germany. C'est la première fois que j'avais vu ça. Je sais même pas pourquoi vous l'enlevez. On me dit, c'est pas, ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas vraiment l'Europe. Wow. Je me dis, alors là, Europe sans Germanie, je l'avais jamais vu, quoi. C'est parce qu'ils étaient devant les US, et c'est pas politiquement correct. Donc, voilà. Même chose quand je montrais des tableaux avec l'Inde et la Chine en Chine. Je donne des cours à l'université de Pékin. On dit, elle a dû être bloquée dans la photocopieuse, la feuille. Non, elle n'est pas politiquement correcte. La Chine ne peut pas passer en dessous de l'Inde. Basta. Donc là, on a les mêmes choses aux US, si vous voulez. Donc là, ça voit aussi comment, vous voyez, le contexte macroéconomique, géopolitique, etc. La transition joue sur les marchés européens. Est-ce qu'on a un risque d'effondrement des marchés européens, des valeurs européennes? Donc là, c'est plus dédié aux entreprises, notamment leur direction financière, et c'est extrêmement bien fait. Pour le point. Alors, quelles sont les économiques, on l'oublie, mais voilà, la dette mondiale, vous voyez qu'à 350% du GDP, alors ça tue toutes les dettes, la dette des États, la dette des banques, la dette des entreprises et la dette des individus. Tout le monde est endetté les uns sur les autres, croisé, ce qui est un niveau très élevé. Et au niveau des dettes publiques, l'énorme dette américaine, un peu plus d'un tiers de la dette mondiale, qui pose question. Vous voyez, la dette Japon, mais ils la financent eux-mêmes. Chine, France, c'est 3,5% quand même. Et vous voyez ici l'évolution perspective de la dette publique américaine. On est à des niveaux, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu ça. Donc c'est quelque chose qui est inquiétant au niveau du pourcentage du GNP. Et puis le déficit commercial américain, c'est le plus gigantesque déficit commercial de l'histoire de l'humanité. Donc si vous mettez à la place de Trump, il dit j'ai une dette qui va me plomber et j'ai un déficit commercial énorme. En économie, on appelle ça la règle des 2 déficits. Comment le déficit de la balance commerciale entraîne et synerge avec le déficit public. Et vous voyez l'évolution du commerce, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Du coup, on a dit, mais l'Europe, oui, on est excédentaire sur les États-Unis. Les États-Unis ont une énorme problème de compétitivité au niveau des biens, si vous voulez. L'industrie américaine n'est pas en bonne santé, contrairement à ce que les gens croient. Et donc là, leur solution, voilà, c'est les droits de douane, je passe à ça. Et c'est réglé. Bon, vite fait, Sauf que c'est pas comme ça que ça marche.
On en a l'expérience, on a tous les chiffres sur une période, si vous voulez. À ce moment-là, on n'achète plus, on achète ailleurs, parce que c'est exactement ça. Et puis cet argent-là est payé par les Américains. Donc c'est un impôt passé sur un autre impôt. On remplace pas l'impôt par une... bref, c'est pour comprendre le système qui est en cours actuellement, et c'est difficile. Et du coup, ça paraît comme une faiblesse. Ce qui me frappe dans les études internationales, en Asie, ils parlent tout le temps de la faiblesse américaine, qui est surprenant chez nous. On dit, mais la force... On dit, oh, mais non, attendez, ils ont perdu toutes les guerres en Asie, ils sont barrés d'Afghanistan, ils sont barrés du Vietnam. Pour eux, c'est pas une puissance fiable. Et économiquement, c'est nous qui finançons la dette. Donc, ils n'ont pas du tout le même ressenti. C'est assez frappant quand on regarde les travaux. Et puis donc, la surévaluation des boursières. Vous voyez, la bulle Internet qui était là, 1929, c'était en dessous. Actuellement, on a une survalorisation extrême qui est surtout États-Unis, reste du monde. On a une survalorisation, donc on a une... Alors ça, c'est un peu corrigé en ce début d'année, comme vous avez remarqué. Hein, l'Europe est repassée devant. Mais... Donc l'inquiétude vient plutôt des États-Unis. Et par ailleurs, pour plus info, l'explosion des valeurs américaines, ici c'est intéressant, c'est une analyse, c'est BlackRock, hein, je pense, ben oui, qui est fait, il vous dit voilà l'évolution des profits des entreprises américaines. Ici vous avez on les appelle, plus les GAFA, on les appelle les 7 magnifiques maintenant, je sais pas si vous le savez, bon. Ça s'appelle Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, que lui a déjà décroché. Et on vous dit c'est eux ça, et si j'enlève ça, ben les États-Unis sont plutôt à un niveau inférieur à celui de l'Europe. Et donc, on a bien un problème de productivité et de compétitivité de l'ensemble du modèle, hors des gens qui sont sur l'informatique, etc., et qui ont un pouvoir qui est celui d'un État. Et on va voir l'impact ça a sur les transitions, en fait. Si j'arrive aux transitions, si vous voulez, alors je dis transition, c'est des décisions collectives. Et donc, il y en a beaucoup, il y en a des régionales, il y en a des globales et tout. Alors, le phénomène qui est explosif cette année, quand vous regardez, quand on vous dit qu'il y a une transition en cours, on est passé de transition globale, tout le monde disait les 17 objectifs de développement durable. Les 17 objectifs de développement. Vous les connaissez, les ronds, les couleurs, et tout le bordel. Là, fini. C'est passé en 5e. C'est d'abord local. C'est-à-dire la grande transition, c'est le projet 2025 USA, qui s'appelle Presidential Transition Project. C'est bien une transition voulue par le nouveau. C'est la transition européenne, réarmement et autonomie stratégique. C'est la China Stimulus Plan, 2000 milliards de dollars pour stimuler l'économie chinoise. Et c'est India Roadmap 2047, Inde autonome, vision, pourquoi 2047, ce sera le 100e anniversaire de l'autonomie indienne. Et donc chacun est revenu dans les choses où il a le pouvoir, puisque le multilatéral ne marchant pas, on revient vers sa zone de fonctionnement. Et puis, donc, et après, le pacte pour alors, sachez qu'au niveau des 17 ODD, les pays du monde se sont enfin mis d'accord à l'ONU en septembre. Il y avait tellement de buzz que personne n'a remarqué. Pour passer à la suite des ODD, c'est le pacte pour le futur. Donc, on fera une séance club là-dessus. On n'est plus à 17 objectifs, on a tenu 5 fondamentaux, mais avec à chaque fois une dizaine d'objectifs très concrets. Il y a un accord un tout petit peu moins de pays qu'il y avait la dernière fois, et ça démarre seulement. Sauf que là, personne n'en parle, puisqu'il y a ce fameux transition 2025. Le réarmement Europe, c'est plus important dans un premier temps. Et donc, ça a passé le reste. Autre transition, transition énergétique, qui vont leur bonhomme de chemin, mais tout le monde a levé le pied, sans exception. Tout le monde a levé un peu le pied, au moins, en disant, donnez-nous un peu de marge, prenons le temps, parce que faut se défendre d'abord, ou choses comme ça. Transition ville, infrastructure, aéroport, c'est la plus structurante à long terme. Elle passe quoi qu'il arrive. Et donc là, ça bouge parce qu'il faut réaménager, il y a la violence dans les villes. C'est dans les villes que naissent les problèmes et les solutions, et en périphérie. Et la transition démographique. Alors, les transitions démographiques, sachez que les grands pays qu'on a vu, la Chine a un énorme programme de transition qui ne marche pas. Elle accorde de l'argent, des appartements, elle interdit les divorces. Il faut que vous fassiez un stage de 6 mois qui vous explique qu'il ne faut pas divorcer. Donc, voilà, si vous n'avez pas d'enfant, vous aurez une taxe. Mais sauf que cette façon-là, où il y avait interdiction de l'enfant, qui a été un traumatisme absolu en Chine, faut savoir, qui revient dans l'autre sens, la population ne suit pas. Donc, vraie crise chinoise à ça. Et les programmes au Japon ne marchent pas non plus, en Corée ne marchent pas non plus, en Italie non plus. Ils ont mis des allocations familiales qu'il n'y avait pas. Aucun programme de transition démographique, dire relancer la population, ne fonctionne. On n'a pas trouvé la solution. On n'oblige pas les gens à faire des enfants. Bon. Transition écologique et transition des matériaux avec un glissement, essayer de recycler beaucoup plus.
parce qu'il prend beaucoup de temps à trouver des matériaux critiques, etc., mais ça ne l'empêche pas non plus. Alors, vous voyez, nouveau, brut, tous les problèmes locaux viennent de repasser devant les problèmes globaux. Ça, c'est une évolution type... enfin, vous entendez parler que de ça, hein, les Trumpistes. Donc, US 25 Presidential Transition Project, Trump & Co. Hein. Alors, il faut se le coltiner, hein, c'est 900 pages, hein, je veux dire, pour voir un peu. Et puis, c'est complètement... c'est comme un discours de Trump. Hein, bon, ça passe du coq à l'âne, faut tout ça. Mais enfin, sachez qu'il y a beaucoup de monde derrière, faut pas le prendre à la rigolade. Ça serait une erreur. Transition stratégique européenne avec plusieurs plans interconnectés. Il faut maintenant mettre en cohérence l'énorme plan allemand avec les autres. Vous avez vu, ça bouge. Chinese Economic Stimuli, je vais venir dessus. Il est original comme cas. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Indo-autonome 2047 qui roule son bonhomme de chemin. SDGD 2030, pacte pour le futur. Donc, bon, ça, c'est un peu moins tendance en ce moment. Transition énergétique, oui, mais on avait un peu levé le pied. Ville, infrastructure, transport, ça poursuit. Transition démographique, ça marche pas. On en parle, mais il y en a plein, mais c'est écologique et matériaux critiques. Alors oui, la grande transition des grandes transitions. Le monde, c'était les 17 ODD, ça passe au pacte pour le futur. Il faut le voir, il est réel, il y a quand même énorme, mais la plupart des pays sont mis d'accord. États-Unis, on passe l'Inflation Reduction Act, arrêté en plein milieu. Alors sachez qu'il a été beaucoup moins rapide que prévu. C'était pour qu'on s'implante sur place. Mais maintenant, c'est coupé l'argent. Il y a des gens qui s'interrogent si vous gardez une usine là, alors qu'il n'y a plus l'avantage. Et que comme ils sont dans... enfin, je passe dessus au Presidential Transition Project. Hein, avec, comme le disent les Américains, faites attention, il aboie plus qu'il ne mord. Hein, puisque si vous regardez le projet 2025, c'est indiqué en toutes lettres, rendre l'Amérique la plus imprévisible possible. Bon. Pourquoi? Parce que si vous dites je vais vous mettre 40% de taxes, évidemment le patron italien de Stellantis demande un rendez-vous à Trump, il avait la filière par Musk, et lui dit non, faut pas, je vais faire 5 milliards d'investissements avec 3 usines. Et puis des vraies autos avec des moteurs, pas avec de l'électrique. Donc, parfait, c'est exactement ce qu'ils veulent avoir. C'est-à-dire, après, il est très difficile de lever les taxes, sachez-le, et in fine, ça se termine toujours par des matériaux de base, par du camembert, par du Roquefort, par une Harley Davidson ou par du Brownie, parce que ça, on peut savoir d'où ça vient. Dans un objet technique aujourd'hui, il peut y avoir 200 fournisseurs avec des choses qui ont passé 4 fois des frontières. C'est pratiquement impossible. Et donc, il faut taper fort pour que les gens disent « Ah non, non, surtout pas ». Et je signe. Et donc, l'effet d'annonce doit être très supérieur. C'est écrit en toutes lettres. C'est une théorie de la puissance verbale. Donc, c'est pour ça qu'ils disent « Il aboie plus qu'il ne mord ». Et je vous redonne encore un mois. Hein. Et là, on dit oui, bon, on va s'arrêter, on va pas faire ci, pas faire ça, parce que sinon, c'est inapplicable. En plus, j'ai viré les gens des douanes. Bon, je blague un peu. Donc, Horizon Europe Next Generation, qui passe à Competitiveness Compass, qui est sur la relance de tout, mais qui vient maintenant en interférence avec les plans de réarmement. Belt and Road Initiative, l'espace à Chinese Economic Stimulus Programme, et Made in India, qui est toujours en action. Hein, ça ne veut pas dire que les choses disparaissent. Vision 2047, Inde autonome, hein, qui va donc, voilà. Alors, projet 2025, hein, c'est le gros bébé. Je vous le mets à tous, il faudra le lire et faire une synthèse. Je blague, parce que c'est vraiment... Bon, il faut en tenir compte, ça a été longuement préparé, il ne faut pas croire que ça tombe du ciel. Ce qui se passe, c'est exact. Et puis, l'alignement des méta, les 7, vous avez vu qu'ils ont profité. Ça, c'est une surprise, puisque dans son premier mandat, ils voulaient les dissoudre. Hein, et donc, ils sont tous venus. Ils sont tous là. Et donc, alors, je vous montre le dessin qu'avait fait Anne Tellez, qui a été prix Pulitzer, hein, de Washington Post, qui a fait ce dessin. Et donc, elle a dû démissionner, hein, et quitter le Washington Post, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bezos, qui est dedans, qui a pris le contrôle du Washington Post. Donc, montrer l'alignement des GAFA Co. Vous avez mis Mickey à plat ventre, mais bon. Et un monsieur avec une cravate qui pend au-dessus, dont on fait. Donc, ça a été considéré. Voilà. En ce moment, il faut pas pas déconner avec ça aux US, vous voyez, ça rigole pas. Mais enfin, le fait est que là, ça joue un rôle important, parce que chacun d'eux a le poids d'un État, presque le poids d'un État aujourd'hui. Hein. On est dans des niveaux, quand on vous dit je veux ma prime annuelle de 50 milliards, c'est ce qu'on essaie de récupérer pour la Sécu ici, oui. Et pareil au niveau des chiffres d'affaires. Donc le modèle, je parle, vous l'entendez tous les jours, il faut regarder ce que signifie l'impact américain, on surestime beaucoup le poids des États-Unis au niveau économique et autres, donc ça va le temps que ça se décante. L'Europe de la défense, alors pareil, je vous dis l'Europe, la défense, États-Unis, c'est moitié des budgets de défense de la planète. Hein, après, vous voyez, Chine, Russie, puis l'Europe totalement dispersée. En fait, l'Europe, si on les remet ensemble,
c'est 37% des USA, ce qui est plus qu'on ne le pense, d'autant qu'il y a beaucoup de... Nous, je vais former des procurement managers pour l'armée américaine. Il y a beaucoup de surcoûts, il y a beaucoup de trucs. On est normalement plus efficace, sauf que c'est pas les mêmes appareils. Il y a tout un boulot à faire pour remettre ça en phase. Le problème, c'est la dispersion plus que l'aspect. Sinon, l'Europe dépense plus que la Chine, la Russie réunis en armement, mais ça part, je sais plus, 27 avions différents. Enfin, vous connaissez le problème. Alors là, c'est un schéma que j'aime bien, c'est sur l'espace. Voilà le vrai problème qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis quand moi je regarde les chiffres. Ici, vous voyez les dépenses pour les programmes spatiaux publics, États-Unis, 76 milliards, et vous voyez le reste. L'Europe, c'est tout ça, là, mais il n'y a pas de préférence. Et en plus, États-Unis, Buy American Act. Aucune fusée ne peut être achetée par le gouvernement américain. On a envoyé, oui, ça va. On a envoyé Webb, le télescope Webb par Ariane 5, c'est exigé par la NASA, mais elle n'a pas payé. Elle n'a pas le droit d'acheter un lanceur. C'est l'ESA qui a payé le lanceur qu'il faut envoyer l'appareil. Et donc là, vous voyez cette dispersion qui est le vrai problème entre l'Union européenne, l'ESA, chaque pays qui a gardé malgré tout une agence qui pèse autant que l'agence européenne et qui se bat, si vous prenez Ariane, pour envoyer les satellites de tous les petits trucs que vous voyez là, pour l'Afrique, pour le Portugal, pour le Venezuela, tout ce que vous voulez, Roumanie, et en face, un truc bloqué, Buy American Act, il y a eu 15 milliards qui a été versé à SpaceX quand même pour tous ces travaux de recherche et tout. Et à côté, Chine, Japon, Chine non accessible, Russie non accessible, Japon niveau commercial ou pas. Donc c'est cette dispersion qui pose le problème. Et à chaque fois, ça donne l'illusion qu'il n'y a rien. Alors vous voyez, c'est très simple. Et quand Trump dit oui, l'Europe, la Commission européenne a été faite pour nous emmerder. Enfin, il a dit même plus vulgaire que ça. Oui, parce que là, vous convoquez chacun, vous dites merci quand vous rentrez, et puis vous faites ce que je vous ai demandé. C'est plus facile dans ce sens-là. Et lui, son modèle, c'est le modèle qu'il y avait dans, comment ça s'appelait, Persépolis. Vous avez le roi, et tout le monde venait apporter son écho tout lieu. Puisqu'on domine le monde, vous devez nous verser de l'argent. Vous devez nous verser de l'argent, puisqu'on assure la sécurité du monde. Voilà. Et cette dispersion-là, c'est le grand problème. L'Europe doit résoudre ça. Alors, transition chinoise, c'est extrêmement intéressant. Le Chinese Economic Stimulus Programme, ils ont mis longtemps à le sortir. Il est gigantesque. Alors, je ne sais pas ce qu'ils y penseront également, parce qu'il est encore en train de bouger. 7 000 milliards de dollars et plus, il pourrait aller jusqu'à 12 000. Une grande partie des fonds, alors, elle est purement et simplement distribuée aux Chinois. Un chèque à chaque Chinois. Ça, c'est le plan de relance basique qu'on n'a jamais vu depuis longtemps. Parce qu'on sait que c'est très dangereux, vous vous disposez ça, comme la production ne suit pas, ça augmente les prix du même montant de ce que vous avez distribué, généralement. Donc c'est pas conseillé en économie politique, si vous voulez, de juste envoyer des chèques. Mais enfin, là, il y en a une partie, en plus avec une nouvelle monnaie numérique, mettre des liquidités directement dans l'économie. Et surtout, il y a une grosse partie sociale. Vous voyez, mettre croissance, idées, innovation, solutions, technologie, succès, intègre une forte composante ingénierie sociale, c'est appelé en Chine. Mesures de relance incitant les entreprises à réduire les heures de travail pour améliorer la qualité de vie, favoriser le temps libre, stimuler la consommation, encourager la création d'entreprises, ainsi que la formation de familles et la natalité. C'est le but. Donc c'est quelque chose qui est très orienté interne. On va nous faire des barrières à nos exportations avec Trump et tous les autres, donc il faut relancer en interne, mais de grâce, relancer la natalité, les familles, ayez confiance dans l'avenir, etc. Il y a une grande crise entre le pouvoir politique et la population. Donc, c'est un programme très différent du réarmement Europe ou de ce qu'on voit aux États-Unis. C'est pas du tout de même nature. Et elle confirme une position de leader mondial de la croissance. C'est la plus forte croissance du monde depuis 15 ans, et c'est au moins pour les 50 ans qui viennent. Et leur objectif, donc, d'aller à 2047. Alors nous, on va s'engager sur l'Inde, plus, parce que vous avez eu 36 pays qui vont faire un tiers de la demande mondiale, sur ces plans-là. Donc, on a déjà engagé des actions, et on va participer, donc, à l'année franco-indienne de l'innovation, en tant qu'acteur clé, en coopération avec les deux ambassades, parce qu'il y a une volonté de développer des choses. Alors, je vous montre le petit mot que nous a mis l'ambassadeur de France à New Delhi, comme quoi il compte sur nous pour favoriser les projets. Donc, c'est l'année 2026 qui serait inaugurée par Macron et Modi, et donc avec pas mal de choses, augmenter les échanges étudiants, la science, la technologie, les projets. Il y a des contrats qui vont être signés et d'autres choses. Donc, tu peux me l'envoyer, Romain? Donc, c'est pas dur, ça dure 2 minutes, mais vous sachez qu'on est soutenu et qu'on coopère étroitement avec les organisations. C'est l'ambassade de France à New Delhi. Et des directeurs de l'innovation.
D'abord parce que l'Inde est une terre d'innovation, alors on n'y pense pas spontanément. C'est par exemple le pays où le concept d'innovation frugale a été conçu et a été très largement développé, mais c'est aussi un pays où l'innovation prend de multiples formes au travers de l'action des centres de recherche, des universités, des incubateurs. Le gouvernement lui-même axe un certain nombre de ses priorités sur le développement de l'innovation, au travers notamment du Make in India, qui est en quelque sorte une invitation des entreprises étrangères à venir développer leurs activités ici, via en particulier le transfert de technologies, mais aussi parce que l'innovation est au cœur de la coopération bilatérale entre la France et l'Inde. C'est si vrai que le président de la République a lancé au début de cette année, lors de sa visite en Inde, avec le Premier ministre indien, une initiative qui est de faire de 2026 l'année franco-indienne de l'innovation. Alors, et quelle est l'idée? C'est l'idée d'introduire un nouveau mantra dans la relation bilatérale, l'innovation en quelque sorte, qui a vocation à devenir le fil rouge de la coopération entre la France et l'Inde, dans plusieurs secteurs, l'air et l'espace, la défense, la santé et l'alimentation, les ICC, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, de la transition énergétique, de la ville durable. Et donc dans tous ces domaines, pendant un an, en 2026, nous allons organiser tout un ensemble d'événements, des événements publics, corporate, plus fermés, des expositions, des conférences. Mais au-delà de ces événements, nous allons développer des initiatives structurantes. Par exemple, nous avons le projet de créer une plateforme franco-indienne de l'innovation. Et donc, dans ce cadre-là, je suis persuadé que le club a un rôle essentiel à jouer. Donc, nous sommes au tout début de la visite du club de l'innovation en Inde, avec des étapes importantes à Mumbai et à Ahmedabad. Et je suis persuadé que ce n'est qu'une première visite. En tout cas, nous attendons l'ensemble des membres du club pour développer des initiatives conjointes sur le marché indien qui, encore une fois, offrent de nombreuses opportunités. Voilà. Donc c'était pour vous montrer qu'il fallait bouger. En fait, une des choses qu'on observe à l'international, c'est que maintenant, il va falloir négocier avec tout le monde individuellement, puisque pour l'instant, l'inter-coopératif est bloqué. Et donc, des pays d'1,5 milliard d'habitants qui ont une bonne perspective, qui peuvent prendre le relais de la Chine, on n'en a pas des centaines. Donc, vous avez vu, il y a une fiche sur le lancement de la présentation de cela, le 5 mai. On se retrouvera, on ira chez Business France. Et donc, il y aura des tables rondes. Les deux ambassadeurs, France en Inde et Inde en France, présenteront le projet, aussi les éléments. Je remercie les entreprises qui ont accepté de parler en disant pourquoi c'est important, comment ça vient dans leur stratégie, à savoir Airbus, Thales, Total Energy, Schneider Electric, Alstom, Decathlon, InVivo, quelques ETI, Bouygues aussi, parce que il faut bien bouger sur ces choses-là. Et il y a une ouverture à ce que la France coopère qui est extrêmement forte, qu'on rencontre pas partout par les temps qui courent. Bon, on s'emprochera pas de prendre d'autres initiatives. Mais sachez que sur ça, nous, on s'intéresse à passer à l'acte. Transition mondiale, donc les nouveaux objectifs de l'ONU. Alors, vous voyez, par rapport aux 17 objectifs qui restent et qui vont maintenant, ils n'ont pas tous réussi, etc. Le Pacte pour l'avenir, il adopte 5 objectifs majeurs. Dit 17, ça fait beaucoup. Donc 5, mais avec chaque fois 10 mesures. En tout, il y a 56 mesures concrètes. Le développement durable et son financement, la paix et la sécurité internationale, puisqu'elle est en bloc alors que l'ONU elle est bloquée alors que l'ONU a été créée pour ça, la science, la technologie et l'innovation en tant que telle, plus avec la coopération numérique, les jeunes et les générations futures, il y a un problème d'insertion de la jeunesse qui croit pas à l'avenir dans le monde, et la transformation de la gouvernance mondiale qui ne marche pas pour l'instant. Donc voilà les nouveaux objectifs qui vont apparaître, et la réalité, on fera un point sur cela. Alors la violente crise du multilatéralisme, je le montre en l'illustrant. Les accords de Paris peu suivis. Il avait été mis un accord entre tous les pays, tous les 5 ans, ils transmettaient leurs résultats, ce qui avait été accompli contre le réchauffement climatique, les nouveaux objectifs pour les remettre en cohérence. Il n'y a que 12% des pays qui l'ont fait. Donc il n'y a pas les données venant des pays parce que on est pris par autre chose. Le GIEC en crise, pas d'accord entre les pays sur l'ouverture du GIEC à des experts. Alors des pays ont dit oui, mais c'est que des experts occidentaux, on a qu'à dire qui sont sur le réchauffement, vous mettez pas des gens qui sont climato-sceptiques, et donc il y a des lobbyistes très forts en disant il faudrait des spécialistes de l'Arabie Saoudite d'ailleurs qui soient dans le système, bon machin. Alors le prochain report, il n'y a pas d'accord sur la date, c'était prévu 2027, le dernier date de 2023. Nous, on n'a pas pu intégrer les nouveaux chiffres du GIEC. Il n'y a pas de nouveaux chiffres du GIEC. On va chercher des données ailleurs. 2028.
Et en plus, il y a l'interdiction de la participation des scientifiques américains, suppression de la direction scientifique de la NASA, et Catherine Calvin, qui présidait justement le groupe du GIEC chargé de l'élaboration des solutions pour enrayer le réchauffement climatique. Le risque, c'est que le GIEC ne sera pas prêt pour 2028 pour la grande conférence de l'ONU sur le changement climatique, et elle devait produire les éléments de la réunion. Voilà. Alors, et ça portait sur justement la synthèse et les nouvelles objectifs. Pourtant, il y a eu des avancées clés à la COP28, etc. Donc, en ce moment, ça marche pas fort. Voilà, cette jeune femme, elle s'est fait virer avec tout son service. Du côté, alors on n'a plus de données qui viennent. En plus, beaucoup disent attention, on nous demande de détruire les données, donc on fait des copies sur des clés USB. Enfin, on vit une période un peu délicate. Les scientifiques ont fait une manifestation par rapport à ça pour soutenir les scientifiques américains. Biodiversité, ça a bien avancé. Il faut pas croire ça. Les conférences internationales, c'est très long parce que c'est 180 pays qui n'ont pas d'intérêt commun, qui s'entendent pas forcément, qui ont toutes des difficultés. Et on dit qu'il faut trouver 200 milliards par an, 250 milliards par an. Donc là, ils sont mis d'accord sur le financement permanent à partir de 2028 sur ça a beaucoup bougé. Aussi, la pollution des océans. On ne peut pas dire que ça bouge pas. Mais c'est un temps qui fait que, alors on dit, ah oui, mais ça sert à rien. Ben si, les COP, ça sert à quelque chose. Le GIEC, ça sert aussi à quelque chose. On peut avoir raison tout seul, mais ça sert pas à grand chose. Il faut embarquer tous les autres. Et dans la cybercriminalité aussi, il y a eu des succès exceptionnels. Là encore, récemment, j'ai vu encore hier, mais là encore, c'est un peu bloqué à cause d'une posture. Il faut plus critiquer les Russes sur leur cybercriminalité, alors qu'ils sont la principale source. On a des tensions dans ce qui est coopératif. Par contre, ça tourne bien. Il y a en plus, en crise de commerce international, les plans de relance, ils visent plutôt à développer l'activité interne parce qu'il n'y a pas de concurrence internationale. C'est dans ces moments-là qu'on fait des grands projets. On relance au Canada le TGV qui traverse le Canada, en Lyon-Turin, en Europe. Enfin, c'est une période d'infrastructure qui revient encore parce que c'est une façon ça occupe les gens locaux, ça améliore il y a des effets induits, etc. Donc je passe, mais il y a des très bons rapports sur les mégatrends, sur l'infrastructure et les relances de l'infrastructure dans le monde. Oui, alors, une des choses qui frappe quand on analyse ces évolutions longues, surtout les grands émetteurs, c'est les grands financiers, mais eux, ils prennent un risque énorme puisqu'ils prennent des ressources venant des compagnies d'assurance, des caisses de retraite. Et donc, eux, s'ils se trompent, ils sont engagés. Donc, c'est pour ça que leurs travaux sont plus chiffrés que les autres. Ça les engage. Une des choses qui me frappe, c'est d'une part, qu'il n'y avait pas, mais ça se recale en ce moment, du tout d'analyse géopolitique dans les analyses business, comme si c'est deux mondes qui n'avaient rien à voir. Puis d'un coup, on vous dit non, il faut qu'on récupère tout l'argent pour la défense, donc ça arrive d'un coup. Et l'autre, c'est la très faible intégration des éléments sociaux. Un peu comme je disais, la Corée présentée comme je me rappelle, j'ose même pas citer les gens qui vous disaient que tout allait venir de là, puis en fait, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on appelle les tendances sociales. J'ai mis méga entre parenthèses parce que ça fait pas partie de ce qu'on appelle les méga trends. L'évolution de la société, elle peut se retourner assez brutalement. Elle n'est pas sur 40 ans. Les gens ont des besoins ou des valeurs qui sont très longues, ils veulent être heureux, etc. Mais là, on va voir, c'est des évolutions plus court terme. J'en suis pas complètement satisfait, d'une part, parce que les travaux ont du retard. Et donc, ces travaux de prospective, ils sont au niveau mondial à peu près au même moment. Ils sortent entre mi-décembre et fin février, début mars. Après, c'est l'année suivante. Et les gens se coordonnent pour cela. Cette année, à cause des événements géopolitiques divers et des crises américaines, plusieurs travaux ne sont pas sortis encore déjà. Je veux dire, rien sur le GIEC, rien. World Happiness Report, ça paraît bizarre, c'est un rapport sur le bonheur dans le monde entier, mais il est très important et on en a d'autres. Ipsos fait un travail remarquable également, etc. Donc on manquait un peu d'éléments, donc je suis pas tout à fait satisfait. C'est-à-dire le ton est très pessimiste, mais je pense que ça va être un peu recadré. Donc alors ça, c'est ce qui est la tendance sociétale, parce qu'au bout il y a des gens. Et les gens, ils réagissent pas comme ça au quart de tour par rapport à la technique ou à ce genre d'évolution. Si l'on regarde les 10 qui ressortent, alors moi c'est à peu près 25 travaux de qualité internationale, mais il en manque une bonne dizaine pour voir et qui sont d'un niveau excellent, donc je vais le compléter. C'est pour ça que la version finale de ça sera disponible que dans une quinzaine de jours. L'arrivée d'une chose qu'on appelle le nouveau nihilisme.
qui a été mis justement. Alors Ipsos, un des 3 plus grands enquêteurs mondiaux et travail très qualitatif. Ce qu'on a la chance d'avoir, c'est une entreprise qui est née en France. Mais il y a aussi d'autres grands maintenant. On a des travaux d'assez bonne qualité sur le ressenti des gens, sur leurs souhaits, leurs désirs, ce qu'ils attendent, etc. Nouveau nihilisme, je vais dire un mot. Crise de confiance. Il y a une crise de confiance généralisée. Alors là, convergent tous les travaux. Nous, on en a fait à l'Académie, on en a fait d'autres. Les gens n'ont plus confiance, déjà dans les institutions et autres, mais dans le champ sciences, technologie, société, ça se passe mal. C'est-à-dire perte de confiance déjà dans les GAFA ou autres. On estime qu'ils piquent les données, qui sont source de problèmes. Et par là, du monde de la technique, les gens rejettent la technologie. Vous verrez, une majorité de gens dans le monde pensent que les nouvelles technologies vont compliquer le problème et rendre la vie plus invivable. C'est-à-dire qu'on passe d'une vision positive du progrès technique à une vision négative. C'est pas fait pour eux, ça n'améliore pas leur vie. Il y a peut-être des gens qui gagnent de l'argent avec, mais eux, ils voient pas le break. Et ça remonte jusqu'à la science. On a un mouvement anti-science. Aux États-Unis, on l'a vu aux Pays-Bas, on a diminué les budgets de la science. D'autres en disant, mais les scientifiques, c'est leur opinion. On ramène le discours scientifique à une opinion. C'est l'opinion des. Normalement, le scientifique, il n'a pas d'opinion. Il fait une recherche scientifique qui s'appuie sur une règle de fonctionnement autre. Aujourd'hui, elle est battue en brèche. Et je l'ai vu en allant faire des comptes dans des organismes scientifiques qui ont dit on a du mal. Les scientifiques, ils s'aperçoivent qu'on est très rigoureux. Il faut longtemps pour écrire dans une revue scientifique, un comité de lecture que pas grand monde lira, et il y a des influenceurs qui vous racontent avec 8 millions de followers que la Terre est plate ou je sais pas quoi, et donc ils voient pas trop, ils sont pas trop motivés, ils sont pas très payés. Et est-ce qu'il faut devenir influenceur? D'ailleurs, on fait une séance à la Sorbonne sur ça, tous influenceurs entre guillemets. Les hommes politiques deviennent influenceurs parce qu'ils ont beaucoup plus de suiveurs que de membres de leur parti. Donc, ils se la jouent perso, mais réellement, pas besoin de citer, vous voyez, une dame habillée en vert. Bon, son parti a perdu tout, mais elle, maintenant, elle existe en tant que personnalité. Pareil pour d'autres, des scientifiques, des journalistes, des grands journaux se disent, moi, je préfère avoir mon propre réseau, parce que maintenant, une émission télé, c'est 1 million de vues, etc., c'est plus suffisant. Vous savez. Et donc, des scientifiques qui s'interrogent sur le fait de... Donc, et une crise qui a monté, par exemple, j'ai un copain, vous savez, qui vient de temps en temps, qui aime bien travailler avec nous, qui est Cédric Villani, un grand chercheur. Dans la confiance qu'ont les gens dans les métiers, le plus haut niveau, c'est mathématicien, et puis chercheur... chose comme ça, 90%. Aujourd'hui, c'est toujours le niveau, mais ça a perdu 20 points. Comme ça, à 70%. Aux États-Unis, la majorité des gens n'ont plus confiance dans leur médecin traitant. Vous voyez, à 55%, c'est la confiance dans l'autorité scientifique technologique est atteinte par cette crise de technologie. Donc, vous allez le voir, c'est donc, et en plus, on dit, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, en plus. On nous dit, donc, on est dans le truc. Donc, crise de confiance, par rapport auquel il y a des réactions à prendre. Solitude et santé mentale, donc un grand moment de solitude. Alors, contradiction, il n'y a jamais autant de réseaux sociaux, d'amis en ligne. Tu veux être mon ami? Oui, 4 millions. Tu me payes un verre? Ah non, c'était pour de rire, quoi. C'est peu. Bon, donc, affirme, là, dans le World Happiness Report, j'ai jeté un coup d'œil ce matin, il est sorti hier, les États-Unis repassent le premier pays au monde pour de suicide par désespoir, par exemple. Vous voyez, donc c'est pas si... tout le monde n'est pas emballé par un modèle par rapport à un autre. On a ça aussi en Corée. Montée du refus d'avoir des enfants, ça, c'est le truc qui est devenu chiffré, mesuré. Alors ça peut être passager, ça peut être un moment parce que c'est très important, c'est le refus de transmettre la vie ou qu'il y a une suite aux événements. Et on a des pays qui sont touchés dans leur... J'ai même vu un rapport qui vous sort la date où disparaîtra le dernier japonais. 2121. S'il y a prolongement de ce qui se passe actuellement. 2121, le dernier japonais quitte la Terre. Donc, ce qui est bon, en plus, c'est des scientifiques qui ont fait ça. C'est pas complètement une blague. C'est ce qui leur pend au nez au cas où. Déjà, la Chine, l'année où il y a eu le plus de Chinois sur Terre, c'était 2019. Plus jamais, il y aura autant. C'est 3 millions de moins cette année, et 3,5 millions l'année prochaine, etc. Donc, la société humaine n'est pas garantie de fonctionner comme ça. Sentiment d'inutilité face à la croissance de l'IA, ça c'est un mouvement de fond que ne voient pas les gens de l'IA. Beaucoup de gens sont convaincus que ça va les remplacer. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, parce que
Elle est un peu survendue. Ils pensent que c'est toutes les connaissances humaines qu'on leur balance à la figure. Les gens ont dit ça fait 4 milliards d'opérations par seconde. Toi, t'en fais combien? Bon, hein. Mémoire, recherche, 4 millions de documents trouvés, recherche faite en 0 seconde, 0,2. Ta mémoire, bon. Les gens, ils se sentent dans leurs compétences, dans leurs capacités, d'impression d'être marginalisés à terme. Il y avait eu un très bon travail fait par l'école des mines sur cela, sur le sentiment d'inutilité, qui est la pire chose qu'il y a. Si on dit, vous savez, les parents disent, je voudrais qu'il ait un métier dans les mains, quand plus tard, qu'il soit pas inutile. Les médecins, les boulangers, il a une existence sociale. Et là, de se dire, non, tiens, on ne suivra pas, et ce qui donne un moindre engagement, tout ça. Donc il y a un côté négatif qui arrive seulement maintenant, sur le ressenti individuel profond de l'IA au travail. Et là, certains m'ont dit, mais tu n'as pas utilisé l'IA pour les mégatrends? Alors, figurez que le Bureau d'études économiques des États-Unis, un organisme fédéral, qui va fermer, avant de fermer, ils n'ont fait plus nos mégatrends, parce qu'on n'a plus le droit, on vous renvoie sur BlackRock, oui, c'est effectivement ce truc, l'ONU, avec le branche de l'ONU, et puis comme on a un accord avec Microsoft sur Copilot. Alors j'ai regardé ce que leur avait sorti Copilot. Bon, c'est n'importe quoi. C'est pas de la faute à Copilot. C'est un open IA. Sur le web, vous avez plein de gens qui vous disent, moi, ma vision du futur, c'est ça, des postes, des machins, tout le bordel. Il n'y a aucune hiérarchisation de l'information. La plupart des travaux de référence ne sont pas connus. Enfin, et les gens croient naïvement que toute la connaissance du monde va être au service de leur prompt. Non, ça tape pas comme ça. Ça se limite à quelques éléments. Donc, il y a cette inquiétude-là qui a l'air viscérale dans l'avenir. Il faut voir comment la traiter, hein. Parce que eux, ils n'ont pas tellement la voix par rapport aux entreprises. Les gens, ils désespèrent tout seuls dans leur coin. C'est pour ça qu'il faut aller les chercher au niveau des études. Montée de l'individualisme et des réseaux. Alors, j'avais mis du réseau, c'est-à-dire que montée de l'individualisme et après, on dit ressenti individuel du bonheur. Dans les analyses d'évolution, tout le monde est très pessimiste. Mais ce qui est un phénomène qui est intéressant, ils sont pessimistes pour le monde, un peu moins pessimistes sur leur pays, nettement moins pessimistes pour leurs connaissances, leur truc, et moins pessimistes pour eux. Donc moi, je suis mais les autres, c'est des cons. Enfin, du moins, ils voient pas le monde arriver. Et mon réseau, puisque l'évolution des techniques de l'info permet d'avoir des réseaux séparés les uns des autres. Et donc des réseaux qui s'entretiennent dans leur vision du monde. L'info va à ceux qui ont une appétence pour ce type d'info. C'est très bien géré par les réseaux sociaux. Et donc, individualisme, son réseau est ressenti individuel. Donc, certes, alors justement, dans l'analyse que fait Ipsos, il dit quand même, on pense être moins inquiet pour soi et son environnement que pour le reste du monde. Donc il y a sans doute un aspect de communication. Sentiment d'insécurité, alors ça c'est ce qu'a le plus marqué, notamment en France, qui est le maximum. C'est insécurité dans la rue, cybercriminalité, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu des problèmes. La guerre, on voit à la télé tous les matins, le terrorisme, les délits, etc. Donc sentiment d'insécurité. Montée des populismes et déclin des démocraties. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 70% de la population mondiale qui vit sur des pouvoirs totalitaires. C'était que 45, j'ai pas mis le tableau là, il y a une vingtaine d'années. Et les modèles alternatifs qui étaient très présents la dernière fois, on dit la montée de la sobriété, de la frugalité, des alternatives. C'est reparti aussi vite que c'était arrivé, c'est-à-dire vers des approches un peu marginales de communautés dédiées, mais il y avait aussi un programme national d'évolution vers la sobriété, rappelez-vous. Hein. C'était il y a peu de temps. Hein, qui a été national, hein, c'était comme les plans. Donc voilà ce que l'on a. Alors, une société inquiète qui s'interroge sur l'avenir du monde. Les gens sentent bien qu'il y a des choses qui leur échappent, qu'on les tient pas au courant, que eux ils ont plutôt les inconvénients sans avoir les avantages. Ils voient des super riches qui font trucs, eux ils voient pas l'amélioration de leur vie au quotidien. Et alors, Ipsos, je vous dis, fait un travail remarquable sur la Terre entière, parce qu'ils sont mondiaux, tendance parfois contradictoire. Je vous ai mis, donc moi je vous renvoie, je garde la présentation qu'avaient les organismes sur la globalisation des fractures, des sociétés qui sont segmentées, le climat, ça, tout le monde est à peu près d'accord. Il y a des gens qui admirent la techno, les technosolutionnismes graves et ceux qui sont dans l'autre camp, et on en a au moins autant dans l'autre camp, plutôt plus aujourd'hui. Hein, et retrait, et aussi l'aspect de la nostalgie du passé qui revient assez fortement, le nouveau nihilisme dont on a parlé. Et le pouvoir de la confiance, est-ce qu'on a confiance, on a tendance pas, et la sortie vers l'individualisme, voire l'individualisme forcené, c'est-à-dire je m'en sortirai tout seul. Alors ici, un des problèmes,
c'est que on retrouve le lien qu'on avait vu sur la mésinformation. Plus de 3/4 de la population mondiale considère qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'être d'accord sur ce qui est vrai ou faux. Et on le constate avec des gens, et moi je le trouve dans les chiffres. Qu'il y ait des fake news, on comprend, mais pourquoi des gens changent le montant de production d'aluminium de moitié pour emmerder qui? Enfin, on se demande. Quelle idée d'aller mettre des chiffres faux. Et vous les retrouvez à l'eau quand Trump dit on a mis 500 milliards sur l'Ukraine. Non, c'est 110, c'est pas 500. Donc, c'est agaçant parce que on dit mais on en a mis plus, c'est pas ça. Enfin, les chiffres, on a l'impression qu'on peut faire n'importe quoi avec. Donc, 78% des gens dans le monde estiment qu'on n'a plus la capacité de savoir ce qui est vrai ou faux. C'est grave parce que sur quoi on s'appuie, quoi. C'est ce côté que on n'a pas accès à. On ne nous dit pas tout. On disait avant, on nous cache tout. On ne sait pas. Mais là, ça va et vient et ça tombe de haut. Et en plus, même des dirigeants s'amusent à mettre des fausses images d'eux, etc. Enfin, vous avez vu ça. Et donc les gens savent que. Avant, on disait mais il y a la preuve par l'image. Mais c'est fini la preuve par l'image. L'image ne prouve strictement rien. Puisqu'elle peut être extrêmement manipulée. Donc ça inquiète la société. Et la montée du nouveau nihilisme. Alors je vous ai mis un petit texte pour voir de quoi il s'agit, parce qu'il y a convergence des analyses. AXA, Ipsos, ils travaillent ensemble sur ces points, mais pas que, mais on le voit dans les autres. C'était enquête sociologique opinion de meilleurs analystes. Edelman Trust Institute, qui est remarquable, Pew aussi, Center, Académie des Techno, World Economic Forum, Gartner, Polytechnique Inside, Ipsos, mais il en manque une dizaine qui sortent leurs travaux là. Ils convergent sur un déclin de la confiance dans les institutions, les médias, la mésinformation, ce qui est vrai ou faux, les technologies nouvelles et par un effet induit, même la science de façon plus générale. On a même un mouvement qui s'appelle haine de la science aux États-Unis en disant c'est des gens, ils ont fait des études, ils utilisent la science pour se foutre de notre gueule. Ils nous emmènent où ils veulent et donc vraiment une agressivité vis-à-vis du scientifique, ce qui n'est jamais vu avant. C'est minoritaire, mais ça existe. L'enquête internationale développée par Ipsos, spécialiste mondial, je dis, présent dans 90 pays, évolution des grandes tendances mondiales de l'opinion, montre une amplification sans précédent du phénomène. On l'avait mesuré, nous aussi, on avait fait un rapport en disant, attention, une majorité de gens n'ont plus confiance dans les techniques nouvelles. 57% de la population mondiale partage le sentiment que le progrès technique détruit nos vies, contre 36% qui pensent le contraire, 7% sans opinion. Jamais on a eu ce niveau-là. C'est-à-dire c'est un basculement, une phase de rejet qui est peut-être transitoire. Parce que les populations, elles s'inversent brutalement. Il arrive une guerre, tout le monde devient nationaliste. Il y a des phénomènes qui traversent la société. Le rapport est encore plus marqué concernant la défiance dans le futur meilleur. Ainsi, 64% de la population mondiale partage le sentiment que ce futur sera pire qu'aujourd'hui, contre 31% qui ne partagent pas. Dans ce cas-là, on dit, moi, je ne veux pas mettre un enfant pour qu'il ait un monde pareil, donc je lui rends service en ne le mettant pas au monde, d'une certaine. Donc ça, c'est un nihilisme, comment dirais-je, dans le sens philosophique du terme, sauf qu'avant on parlait de nihilisme positif ou négatif, là, c'est un nihilisme positif. Le nouveau nihilisme, vous verrez tout un tas de travaux. On vit le moment, on est anti-establishment, et on se dit, on nous dit, il faut faire un effort aujourd'hui par rapport à demain. Voire, vous connaissez l'adage en développement, on n'hérite pas la terre de nos parents, on en est dépositaire pour nos enfants. Il n'y a pas de problème, il n'y aura plus d'enfants, donc on n'emmènera personne. Et donc, on profite du temps de l'immédiat par rapport au futur. Parce que le futur, il ne sera pas mieux. On nous dit qu'on luttera contre le réchauffement climatique. C'est pas vrai. Il est irréversible, on n'y peut pas, c'est marginal et tout. Donc, autant vivre l'instant présent. Et vous voyez tout un tas de théories sur le web, ce qui est vivre l'instant immédiat. Alors, c'est pas l'approche qu'on avait en Grèce. Alors, les analystes parlent d'un nouveau nihilisme, sentiment qui va d'un pessimisme noir à une posture plus pragmatique du sacrifier le futur, perçu comme désespérant, mais auquel on ne peut rien. Donc, la satisfaction immédiate, ça se définit. Alors, vous trouvez sur le web l'approche YOLO et l'approche FOMO. Ça vous dit peut-être rien, parce que vous ne passez pas vos nuits sur TikTok et sur les réseaux sociaux. La YOLO, ça veut dire You Only Live Once. Donc, vous n'allez vivre qu'une fois, donc profitez-en. De toute façon, la suite, on n'en sait rien. Ça, on disait après moi le déluge à une époque, c'était un petit peu ça. Et on va vous dire qu'il faut payer pour la suite, mais c'est une arnaque. Et FOMO, et ne ratez rien de ce qui pourrait. Et par exemple, les agences de voyage, je confirme, il y a des méga-trends travel qui ont augmenté. Les gens, beaucoup sont convaincus que c'est peut-être le dernier voyage de leur vie. Donc, quitte à ça, autant aller à Bali, machin, truc et tout, en disant, au moins, j'aurais pas raté ça. Et les projets, les dernières choses à voir avant de mourir, ça marche bien, figurez-vous.
Alors, pour info, il y a une compagnie américaine qui a fait un voyage, vous partez tout le temps du mandat de Trump et vous revenez après. Hein, mais c'est réel, ils ont rempli 3 bateaux complets. Bon, c'est des gens... Alors, du coup, ils ont le temps, ils arrêtent 8 mois au Brésil. C'est un tour, vous reviendrez, il sera plus là. Donc, ça a eu un succès inattendu, hein, puisqu'ils ont déjà rempli 3 bateaux de 5000 personnes, pour vous donner une idée. Hein, Escape Trump, machin, ça s'appelle. Bon, voilà, c'est pour vous dire, on vit une époque merveilleuse. Donc, il y a un pessimisme collectif, mais aussi un certain optimisme individuel, c'est ce que j'évoquais, c'est ce que dit Ben Page, PDG d'Ipsos, très brillant, pour info, il connaît bien l'évolution de la société. C'est une sorte de nouveau nihilisme, avec un élément positif. C'est pas un mouvement stoïcique du type carpe diem, hein, vous connaissez, vivons là, parce qu'il y a un côté négatif quand même. Perte de confiance dans les institutions, pouvoir en place. Alors, ça a des conséquences assez graves, parce que c'est pas si grave si on prépare pas l'avenir, si on se surendette, puisqu'une fois qu'on sera mort, on n'aura plus de dette, hein, jusqu'à la décision radicale de ne pas avoir d'enfants. Les attentes immédiates à court terme des électeurs favorisent les déficits publics par effet induit, plutôt que la préparation de l'avenir. Dérive des dettes publiques, financement insuffisant des retraites, non-engagement des investissements considérables. Et puis il y a un langage militant qui pousse un peu ça, on dit de toute façon c'est déjà râpé, même si on arrête aujourd'hui les... Enfin, il y a un langage un peu désespérant. Donc il y a un passage plus que flou dans le contexte, et on le voit, des entreprises véhiculent des messages au niveau publicitaire et tout, qui essaient de contrer cela, hein, ou qui le prennent. Les principales raisons évoquées de ce pessimisme, je regarde l'étude, c'est qu'ils viennent le plus, des règlements climatiques, perçus comme irréversibles et incontrôlables, et donc ça va cramer tout le machin, donc imaginez un enfant maintenant, quand il aura 30 ans de toute façon. Les diverses sommes de pollution, air, microplastiques, eau polluants éternels, alors c'est un mot qui fout les jetons à tout le monde, polluants éternels, bon, pas de la rigolade, hein, qui sont dans l'eau, dans tout ça, etc. Donc, tout ce langage-là fait que on dit, mais comment avoir confiance? Vous avez vu tout ce qui déboule. Les conflits et guerres ouvertes, ils les voient à la télé tous les jours, qui s'installent dans la durée, se multiplient, avec les valeurs qui vont avec. On parle des morts comme ça, sans autre impact. On s'habitue à un langage de conflit, si vous voulez. L'extension de la violence de la société s'habitue en valeurs. On dit, oui, mais la société est plus violente. C'est pas forcément mesuré, mais c'est le ressenti, hein, ça. Les montées des inégalités dans nombre de pays, notamment le pouvoir des ultra-riches. Là, c'est une classe qui est arrivée, c'est des valeurs qui sont habituellement des valeurs de macroéconomie. C'est des richesses qui correspondent à la richesse d'un pays moyen en Europe, pour vous donner une idée, pour un individu. Et ce qui donne d'ailleurs des effets négatifs dans l'analyse économique. On dit quel est le PNB moyen par tête. Mais aux États-Unis, on a quand même 25% de pauvres. Et on a des gens, comme Musk, par exemple, ils peuvent avoir le patrimoine de 13 millions d'Américains moyens. Et donc, ça vous plombe la moyenne. C'est une moyenne qui ne correspond pas à grand-chose. Parce qu'on va avoir des super riches qui prennent une part importante, d'autres qui sont aussi très... Donc, on a un déséquilibre assez fort dans la société. Des gens ont l'impression d'être le lumpenprolétariat à vie, si vous voulez. Donc, la Banque de France, on a un retour de surendettement presque pas angoissant, qu'on est surendetté comme tout le monde, après tout. Hein. Bon, la France peut en parler, on a une dette énorme vis-à-vis de l'étranger, donc l'État ne montre pas l'exemple. Donc surendettement, c'est un des effets. Donc, nouvelle pandémie, problème de santé, donc là pour l'instant nous ça va, mais dans d'autres pays ça se passe pas, il y a des nouvelles choses. La défiance envers les nouvelles technologies qui ne ferait qu'empirer les choses. On va être fliqué, on va regarder, on va faire de la reconnaissance faciale, on nous suit surtout, on fait mon profil sans me le dire, etc. Et l'incapacité des institutions à agir, affaiblissement des démocraties. Voilà les raisons pour lesquelles il y a cette vision pessimiste, celle qui ressort des études. Hein. C'est pas moi qui parle. Hein. Et donc, concernant l'inquiétude liée aux nouvelles technologies, il y a 2 focalisations. Les applications néfastes de l'intelligence artificielle, notamment la mésinformation grandissante. Mais je dis, on verra, c'est pas lié en tant que tel, c'est son usage, mais elle amplifie tellement tout que c'est vraiment un outil puissant. La crainte d'être remplacé et de devenir inutile, ça c'est plus profond. Le vol de données, l'explosion de la cybercriminalité qui touche de plus en plus l'ensemble de la population, par rapport auquel elle ne se sent pas protégée. Étude corroborée par la nouvelle analyse des risques globaux de 2025 d'AXA, hein, qui pour la 2e année place la cybercriminalité et les applications néfastes de l'IA en 3e et 4e position des risques globaux, juste après le changement climatique et l'instabilité géopolitique. Alors voilà, si vous regardez les raisons pour lesquelles les gens rejettent la techno, je l'ai mis là,
Le risque déjà des données personnelles utilisées à des fins, et tout le monde, toutes nos données ont été piquées plusieurs fois, donc ça devient extrêmement vicieux comme système. Et à un moment donné, on dit, on se moque de nous, on dit, oh, bah, vous avez entendu un mail, c'était évident, il était mal écrit et tout. Donc, on n'est pas écouté, il n'y a pas de garantie, les gens ne se sentent pas protégés. La perte de ce qui est privé, il y a un tracking qui fait qu'on me suit partout. Technologie qui peut être hackée, en fait. Et donc, c'est pas du tout une garantie. Aussi, l'impossibilité de savoir ce qui est vrai ou faux, ce qu'on a évoqué. Hein. Aussi, il y a des choses qui vont contre l'intérêt des gens. L'IA trop avancée, trop rapide et trop utilisée contre nous, en fait. Hein, et ainsi de suite. L'absence suffisante de réglementation de ces choses-là. L'addiction qui découle des réseaux sociaux et des systèmes. Hein, et voilà. Voilà ce qui est sur l'essentiel. Alors ici, je vous montre le tableau pour voir l'analyse. Ceux qui pensent que le progrès technique détruira nos vies, vous voyez, 50% de la population mondiale, on en a 57% qui le pensent. La France étant à 62%. Il ne faut pas croire que c'est pour les pays peu informés et en retard. Non, c'est les gens les plus avancés qui le pensent. C'est pareil, par exemple, sur les risques liés aux nouvelles technologies. On va dire, oui, mais parce que c'est les Français, c'est des vieux et tout. Non, c'est des jeunes travaillant dans le secteur. Ils sont plus conscients, vous dites, faites attention, on utilise des choses qu'on peut faire quand même. Non, c'est pas ça. Et on avait vu la position plusieurs fois annoncée par des grands de l'IA, de la technologie, en disant, attention, il y a des utilisations médiocres qui vont être faites, il faudrait qu'on en discute. Aujourd'hui, dans le monde, c'est un outil la cybercriminalité est un outil de lutte entre les États, donc il n'y a pas de réflexion collective, mais les gens, au bout, le ressentent assez violemment. Et voilà, je vis d'abord pour aujourd'hui, parce que le futur est incertain, 64%. Et vous voyez, France étant dans les premiers, si vous voulez. Donc voilà, on a ce contexte-là. Je me demande je voudrais voir s'il y a un biais par rapport aux demi-douzaine de travaux qui sont pas encore arrivés, mais enfin, moi je l'ai mis comme ça. Alors, est-ce que la hiérarchie des risques globaux perçus par la population française est différente du reste du monde? Bon, vraiment un peu changement climatique en premier pour la Terre entière. Hein. Mesures contre la sécurité et le terrorisme aussi, menace plutôt de la sécurité terroriste, sécurité des États, instabilité géopolitique. Alors, ce qui est un peu différent, les Français ressentent plus l'instabilité géopolitique, c'est parce qu'on est en Europe et qu'il y a la guerre en Ukraine. Hein. Dans le monde entier, tout le monde n'a pas ce cas de figure. Et à l'inverse, il y a un domaine cybersécuritaire plus senti dans le reste du monde. Ça arrive seulement maintenant en France à un niveau plus élevé. Pour le reste, on est dans la même nature. Il y a pas donc. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans toutes ces mégatrends, c'est qu'il y a des bases de discussion mondiales sur des mêmes objectifs, sur des mêmes améliorations, si vous voulez. On a les bases, puisque les problèmes sont globaux, pour discuter. Et donc, la relance du multilatéralisme est fondamentale sur ces choses-là. Hein, et puis, donc, les principes. Alors, ce que dit le World Economic Forum, là aussi, l'enquête auprès de la population, du grand public. Dans quel domaine est-il nécessaire d'agir de façon prioritaire en matière de réduction des risques pour les 10 prochaines années? Alors, vous voyez, mésinformation et désinformation, eux, ils disent, on ne sait pas. On me dit, un matin, je vois un truc, c'est dangereux, c'est pas dangereux, les vaccins, faut en faire, faut pas en faire, enfin, ainsi de suite. Et les scientifiques n'ont plus la main parce qu'ils contrôlent pas les réseaux. Alors, les analyses, en discutant avec d'autres académies, ont fait, sachez qu'une information largement diffusée, bien que non démontrée, est plus crue qu'une information largement démontrée et peu diffusée. Donc le premier qui parle a raison par la puissance de le message va être envoyé partout. Après, je dis mais non, je suis désolé, tout le monde dit que, c'est pas tout le monde dit que. Et on a des sites amplificateurs qui vont envoyer. Si vous mettez un post sur LinkedIn, sympa, vous dites bon, vous allez avoir quelques dizaines de votre réseau qui vont réagir. Si c'est un peu plus tendance, 150. Les sites multiplicateurs, ils vont envoyer ça vers 5-10 millions de personnes. Quelqu'un met un truc. Moi, j'ai appris de l'hôpital de Lyon que 6 femmes étaient mortes alors qu'elles étaient enceintes parce qu'elles ont été vaccinées contre le Covid. Une vraie fake news qui était sortie par un soi-disant pompier, habillant pompier et parlant sur TikTok. C'était bidon, l'hôpital a dit... Le mec a dit non, mais c'était pour rigoler, bon, etc. Bon, ça avait fait le tour du monde. Parce que les sites amplificateurs, qui peuvent être russes ou autres, ils vont vous dire, moi, c'est un truc qui est déstabilisant, donc je vais le bombarder sur tous les gens qui sont sensibles à ça. Et donc, si vous maîtrisez les réseaux d'information, et c'est le gros problème qu'on a, parce qu'on ne maîtrise plus les réseaux,
on a laissé d'autres dans les réseaux, on peut tout simplement ne pas avoir voix au chapitre. C'est-à-dire votre message, personne ne le verra parce qu'il ne sera pas diffusé et multiplié. C'est pour ça que ces gens-là ressentent ça, parce qu'ils ont plus droit aux fake news que les autres. Et d'après le MIT, une fake news se répand 6 à 7 fois plus vite qu'une vraie. Parce qu'elle est surprenante, parce qu'elle est interpellante, parce qu'elle est... Voilà. Et on dit, tiens, j'ai renvoyé, parce que quand même, t'as vu, c'est quand même surprenant. Et donc, on ne sait pas trop lutter contre ça. Et je veux dire, on a fait un premier rapport sur ce problème de mésinformation. Après, la polarisation sociale, les gens ne s'entendent pas. Les pays sont passés assez rapidement d'un bipartisme à un 7, 8, 10 partis. Et donc, très grande difficulté à monter des majorités dans la plupart des pays. Que ce soit l'Espagne, qui n'a toujours pas de gouvernement, l'Allemagne, la France, vous connaissez. Les attaques en ligne, ça, voilà ce qui me préoccupe. L'érosion des droits humains, et aussi de la liberté civique, la liberté d'expression, tout ça, la censure et la surveillance, le déclin dans la santé, le sentiment, alors qu'il y a amélioration de la santé, mais les gens, ils oublient qu'ils vieillissent, alors ils sont moins bien portants, en gros, c'est vrai. Donc, c'est pas forcément, on retrouve pas forcément la capacité de ces 20 ans non plus. Donc, parfois, on a un ressenti qui ne correspond pas aux statistiques. Voilà. Bon. On est de plus en plus mal soigné, c'est faux. On a encore un allongement de la vie. La France est repassée en numéro 1 sur la durée de vie, pratiquement dans le monde. Bon, avec les super vieux, on appelle c'est les gens qui ont entre 90 et 110 ans. Parce que, bon, c'est déjà pas mal. On verra quand on sera à ce point-là ce qu'on fait. Alors, la violence inter-État, bon, un truc pour dire tension qui peut mener à une guerre, les maladies infectieuses, les crimes économiques, voilà, plutôt cybercrime. Et puis l'aspect de la relation au travail, sur l'aspect des talents, les gens qualifiés, il y en a de moins en moins, il y en a d'autres qui voient pas leur place. Donc, voilà, vous avez une vision. Pourquoi les gens... Alors, me dire, mais il y a du négatif là-dedans. Non, en fait, mais pas beaucoup de rapports sur les trains qui arrivent à l'heure. Ça, je veux dire, ça, bon, donc c'est pour ça aussi, il y a cet aspect-là. Il faudra avoir quelque chose qui reste aussi sur les fondamentaux de l'intérêt humain. Voilà, merci de votre attention. Il y a des parents qui avaient essayé de perdre la gamine dans le truc comme on avait... Finalement, elle est revenue et ils trouvent que c'est pas mal, quoi. Donc, elle est bienvenue quand même parce que c'est...